Alors, 3, 2, 1. On est aujourd'hui ici avec Camille et Fanny pour l'ESBL Smile ou Smile. Smile, vous prononcez Smile, d'accord. C'est déjà un beau pas de départ. Donc, on va y aller directement, ce sera plus simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que cette SBL, quel est son but, son objectif et votre parcours? Comment vous êtes arrivé à créer cette SBL? Oui, hein, avec plaisir. Donc moi c'est Camille, elle c'est Fanny, et donc on a créé la SBL Smile qui veut dire service mobile infirmier liégeois, et donc on est une équipe mobile médicale pour toutes les personnes sans abri ici sur Liège. Du coup la SBL elle a été créée en décembre 2020, l'idée c'était vraiment de venir en aide aux professionnels et aux personnes qui vivent à la rue ici à Liège, surtout qu'on était en pleine crise sanitaire à ce moment-là. Le plan grand froid arrivait puisqu'on était en plein hiver, et donc on a ouvert assez rapidement l'association après s'être rendu compte que c'était vraiment une volonté en fait qui était partagée et par les professionnels du milieu et par les bénéficiaires. Il y avait vraiment l'envie de pouvoir bénéficier d'une équipe médicale qui allait à la rencontre des personnes qui ne se mobilisaient pas d'elles-mêmes dans les services qui existaient déjà. Et donc en fait, ce constat qui manquait cette équipe mobile médicale, on l'a fait parce qu'on travaillait toutes les deux depuis la sortie de l'école dans le domaine de la grande précarité et dans le domaine du sans-abrisme. Fanny travaillait pour un projet de réinsertion en logement des personnes sans abri, et moi je travaillais pour une association qui venait en aide aux personnes en situation de prostitution. Et du coup, en travaillant dans le milieu, on se rendait compte qu'il y avait un manque au niveau de la santé, qu'il y avait plein de services qui existaient, il y avait des choses qui étaient mises en place, mais il y avait tout un pan de la population sans abri qui n'y avait pas accès en fait. Et donc c'est en analysant les raisons de pourquoi elles n'y ont pas accès qu'on s'est dit que la solution était une équipe mobile. D'accord. D'accord, et donc vous avez mis en place l'ASBL, et comment les premières actions que vous avez entreprises avec cette ASBL, c'était d'aller directement dans le terrain? Oui, tout à fait. Donc les missions de l'ASBL, donc c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins aux personnes qui vivent à la rue, en jouant vraiment un rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé. Donc on rencontre notre public en allant physiquement à la rue avec nos sacs à dos. Dans nos sacs à dos, on a toujours de quoi prendre les paramètres pour arriver à évaluer l'urgence d'une situation médicale. Et à ce moment-là, faire le relais. Est-ce que c'est l'ambulance? Est-ce que il faut l'emmener aux urgences via un autre moyen de transport? Est-ce que nous, on sait gérer la situation? On a aussi de quoi s'habiller, donc des vêtements dans nos sacs pour qu'ils puissent vraiment être vêtus. Ça se dit, ouais. En fonction du temps qu'il fait, parce que on a une spécialisation qui s'appelle la santé communautaire, et c'est une spécialisation qui met l'accent sur le fait que, en fait, être en bonne santé, c'est pas uniquement ne pas avoir de blessures physiques, c'est aussi pouvoir être bien psychologiquement, pouvoir se sentir utile à la société, pouvoir avoir s'alimenter, se laver comme il faut, dormir à l'abri, se sentir en sécurité. Donc tout ça fait vraiment que on peut être en bonne santé ou non. D'où le fait qu'on porte des vêtements pour leur donner, puisque du coup c'est souvent un problème, ils n'ont pas de quoi se changer ou s'habiller en fonction du temps qu'il fait. Dans nos sacs à dos, on a aussi tout ce qui est produits d'hygiène et tout ce qui était lié au Covid, fatalement, des masques, des lingettes, du gel hydroalcoolique. Est-ce qu'on a d'autres choses dans notre sac? De quoi faire des pansements, une trousse de soins. Ouais. Du coup, donc avec ces sacs à dos, on va vraiment parcourir les rues de Liège. Donc ici à Liège, il y a vraiment deux grosses zones, on va dire, qui sont le centre-ville et les Guillemins. Donc ces deux zones-là, on va les faire au moins une fois par semaine. Et puis après, il y a des campements qui s'installent et qui bougent un peu partout. Des gens qui s'installent seuls à 2 ou à 3 dans des tentes. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire une énorme cartographie de Liège, savoir un peu qui est où, dans quel état de santé sont les personnes. Et puisqu'en fait, ici à Liège, on estime le nombre de sans-abri à 800 personnes et qu'on n'est que 2, on ne saurait pas s'occuper de tout le monde. Mais au moins, le fait de savoir comment est-ce qu'ils vont et dans quel état de santé ils sont, on sait très rapidement voir quand il y a une situation qui commence à décliner et pouvoir vraiment être proactive, quoi. D'accord, ce nombre de 800 personnes, j'avais vu, les dernières statistiques que j'avais vues, c'était en 2020, je pense qu'on était alors de 500. Est-ce que la crise Covid a favorisé beaucoup Je pense que c'était 500 personnes qui bénéficiaient du revenu d'intégration sociale. D'accord. Qui est du coup qui équivaut au risque de rue. Mais du coup, c'est vrai que là-dedans, rentrent aussi toutes les personnes qui touchent de la mutuelle, qui sont sans papier, qui ne sont pas du coup comptabilisées dans ces chiffres. D'accord. Et donc nous, en un an, on a rencontré plus ou moins 300 personnes, mais on sait qu'on en loupe au moins 500, quoi. Donc je pense que 800, c'est un chiffre très
vu à la baisse. Parce que si je me souviens bien, les chiffres du plan Grand Froid 2021, on a comptabilisé plus de 1000 personnes différentes qui ont dormi à l'abri de nuit. Ok, Donc ça veut dire des personnes qui dorment à l'abri de nuit, donc qui n'ont pas de logement. Il y en a eu plus de 1000 de passages. d'accord. Ouais. D'accord. Et donc, C'est beaucoup. c'est Pour énorme. une C'est petite énorme. ville. C'est Est-ce énorme. que, je ne sais pas si vous avez voyagé beaucoup en Belgique, est-ce que vous avez l'impression qu'à Liège, le phénomène est plus accentué que dans d'autres villes belges? Je pense que le problème est un peu partout. Maintenant, la caractéristique de Liège, c'est qu'on est sur une plaque tournante au niveau des drogues. Donc, on a un public qui est quand même à 90% consommateur de drogue. D'accord. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui diffère, par exemple, de Bruxelles, où l'échelle de consommateurs de drogue est moindre. Il y a peut-être, par exemple, plus de personnes qui souffrent de pathologies de santé mentale ou d'alcool. Mais ici, à Liège, c'est vraiment une grosse caractéristique du public, D'accord. malheureusement. Qu'est-ce qui favorise ce... Enfin, on va aller dans l'ordre, parce que j'ai beaucoup de questions et je vais essayer de les approcher une à la fois. Vas-y. Donc déjà, le sans-abritisme, c'est vraiment un thème qui m'a toujours fort touché. Je me souviens les premières fois que j'allais à Milan avec mes parents quand j'étais gamin, de voir des sans-abri dans le métro comme ça, c'est quelque chose qui m'avait fort touché. Et du coup, j'ai toujours voulu un peu approfondir l'argument pour comprendre mieux les dynamiques. Donc en Belgique, vous avez un système social qui est très développé. Comment, de votre expérience des rencontres que vous avez faites, comment ces gens, dans la plupart des cas, si on peut dire, après chaque histoire est différente, individuelle, on le sait, mais comment les gens peuvent finir sans abri avec tous les aides sociales qui sont mises en place par l'État? Bah, c'est une bonne question et beaucoup de personnes nous la posent. Et ce qu'on dit généralement, c'est que, comme tu le dis, il n'y a pas un sans-abri type. Chacun a sa propre histoire. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est le fait qu'ils sont totalement isolés socialement. Et donc, moi, par exemple, si j'ai une difficulté un jour, j'aurai mes proches, j'aurai des amis, j'aurai un réseau sur qui me reposer, qui fera que je ne me retrouverai pas dans la galère. Et en fait, toute personne sans abri n'a plus ce réseau. Et donc, n'a plus de filet de sécurité. Et donc, dès qu'une difficulté se présente, sans filet de sécurité, alors c'est là qu'on dégringole. D'accord. Et ça peut aller très très vite. Après, il y a plein d'histoires de vie différentes dans notre public. Quelles sont les... je sais pas, une histoire ou deux histoires en particulier qui vous ont touché quand vous la partagez, que vous pouvez partager avec nous peut-être? On dirait qu'il y a soit tu peux tomber à la rue parce qu'il y a un accident de parcours. Donc on a beaucoup de parents dont les enfants sont décédés. Du coup, on sait tous que c'est archi difficile de se relever face à la mort d'un proche. Et donc c'est la dégringolade, c'est je tombe en dépression, je perds mon boulot, je ne sais plus payer mon loyer, je tombe dans une dépendance. Et puis dégringolade sociale et économique, alors je me retrouve à la rue. Oui, on avait notamment eu un monsieur qui avait vu sa femme et son enfant se faire faucher par une voiture devant lui. Et donc là, je pense que je féliciterais les personnes qui arriveraient à s'en sortir, quoi. Et donc ce monsieur qui était mathématicien ou astrophysicien. Et donc on se dit, en fait, ça peut arriver tout le monde. C'est pas spécialement les personnes qui sont déjà en situation de précarité parce que tous les milieux sociaux peuvent être touchés. D'accord. Et après, il y a aussi, du coup, une grande partie où c'est des personnes qui naissent déjà dans un milieu très précaire, qui ont des parents qui ont perdu la charge de leurs enfants, avec des enfants qui vont grandir en institution. Ou des parents qui les forcent à dealer quand ils ont 12 ans. On en a un qui nous a dit, pour mon anniversaire, pour mes 12 ans, mon papa m'a offert un rail de coke, quoi. Non. Si, et donc du coup c'est déjà un milieu où les parents exploitent un peu les enfants pour vendre, où ils les font toucher à des produits qu'ils n'ont pas à avoir très tôt. Et donc évidemment, quand on vit dans un environnement où ça paraît normal, c'est très compliqué en fait de pouvoir retracer son propre chemin. Oui, clairement. Et en fait, du coup, quand on est élevé et qu'on grandit dans un milieu pareil, oui, effectivement, on a des aides sociales et on en a beaucoup ici en Belgique. Mais il faut être capable de les comprendre, il faut être capable de faire les démarches et il faut être hyper rigoureux dans ces démarches. Et si tu ne l'es pas, en fait, ou si tu n'es juste pas conscient qu'il y a des trucs qui pourraient t'aider, tu passes à côté et en fait, tu perds ou tu n'obtiens jamais ces aides sociales. Et c'est souvent ce qu'on remarque, c'est que les personnes ne sont pas au courant en fait de leurs droits. D'accord. Vous voyez dans la plupart des cas, c'est difficile de faire des statistiques évidemment, mais est-ce que vous trouvez que la majorité des personnes souhaitent s'en sortir? Elles sont preneuses de ces conseils quand vous proposez des solutions, des aides, etc.?
Oui, tout à fait. Nous, franchement, toutes les personnes qu'on rencontre, elles souhaitent qu'on les aide, que ce soit d'une manière, ça peut être pour une rage de dents, comme pour une prothèse ou enfin une amputation. Ça peut être très varié, mais il y a toujours une demande d'aide. Et on voit vraiment qu'au niveau de l'accès aux droits, comme disait Camille, pour avoir un remboursement au niveau de tes soins de santé ici en Belgique, il faut avoir une mutuelle. Pour avoir une mutuelle, il faut avoir une adresse. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une adresse quand on vit à la rue? On peut se mettre au CPS, C'est non, ça, pour avoir il y a des l'adresse. solutions, ouais. Mais c'est pas autorisé pour tout le monde, donc il faut encore être résident belge, par exemple. Et alors, il faut pouvoir bénéficier d'un revenu pour être en ordre de mutuelle. Donc, par exemple, dans cette mutuelle, quand on est radié et que la mutuelle découvre qu'il n'y a plus d'adresse, on peut en venir à la perdre à un moment donné ou à un autre. Et donc, si on n'est pas au courant, on se fait hospitaliser. En fait, on se retrouve avec une facture complètement démesurée parce que on n'était pas informé que on n'était plus à jour dans nos droits. Parce que t'as été informé par courrier, mais t'as plus d'adresse, donc t'as jamais reçu ton courrier. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aussi, quand on est dans la réalité de la rue, il y a d'autres priorités que de se lever à 9h pour aller voir son assistante sociale et essayer de régler ses démarches. Ça va d'abord être, comment est-ce que je vais faire pour manger, boire, pouvoir me laver, où est-ce que je vais dormir ce soir, et évidemment, il y a la consommation qui entre aussi en compte. Et puis, il y a aussi tout cet aspect psychologique de quand tu vis à la rue. En fait, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu observer au fur et à mesure de nos années de travail en rue, c'est que plus tu passes de temps en rue, plus ton estime de toi va diminuer. Tu peux arriver à une perte totale d'identité au final, où tu seras tellement désinséré et déstructuré que tu ne sauras plus qui tu es, quel jour on est, en quelle année on est. Et donc en fait, demander à quelqu'un qui est aussi psychologiquement atteint de faire tout un tas de démarches, parce qu'il faut pas croire, elles sont compliquées les démarches, même pour nous, de faire ces démarches de façon quotidienne, c'est compliqué s'il a pas d'aide, quoi, et s'il a pas un petit coup de pouce. Et même psychologiquement, on prend ce monsieur qui a vu sa femme et son enfant se faire renverser devant lui. L'état dans lequel il arrive en rue psychologiquement, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui va qui va vivre une histoire aussi difficile, de pouvoir se projeter, avoir un projet d'avenir, imaginer comment il peut s'en sortir. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Quelles seraient pour vous les solutions qu'une ville, un État pourrait mettre en place pour essayer de limiter ce phénomène ou de venir en aide justement? Nous, on parle souvent que ce qu'il faudrait faire et où on aimerait arriver, c'est de faire de la prévention et arrêter de faire du curatif, mais commencer à agir avant que ça arrive, à agir avant que les gens soient en rue, parce que clairement, nous, on devrait pas exister. Enfin, Smile, ça devrait pas exister. Et nous, notre plus grand souhait, en fait, c'est qu'on ait plus de boulot. Et donc, je pense que si on a essayé d'agir avant que les gens tombent en rue, ce serait déjà une chouette étape. Mais là, on est toujours on agit trop tard. Comment prévenir? Je crois que déjà, il y a une grosse difficulté ici à Liège d'accès au logement. Donc surtout avec la crise sanitaire, les inondations où les logements ont été soit priorisés, soit très vite pris. Il faut s'imaginer qu'on doit solliciter beaucoup de propriétaires privés. Du coup, un propriétaire privé, il faut quand même, c'est un sacré pari de se lancer avec quelqu'un qui vit à la rue. Ça fait parfois peur, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et puis le prix des logements maintenant explose. Et donc en fait, on se rend compte que même quelqu'un qui touche du revenu d'intégration sociale, il a même plus les moyens en fait de vivre en logement. Et donc en fait, je pense que si on proposait un logement à tous nos patients, ils seraient tous preneurs, mais en fait, il y a pas d'offre. Et donc dès qu'ils sont prêts à sortir, il y a pas de logement disponible et donc ils replongent. Et donc il faudrait vraiment qu'on puisse avoir une offre de logement assez élevée pour que dès qu'ils sont prêts à sortir, ce soit possible, quoi. Là, on a même des familles qui n'ont pas accès à des logements. Donc pour le moment, c'est une crise de logement énorme ici sur Liège en tout cas. Mais c'est clair que quand on a des situations où les personnes ne sont pas encore sans abri, viennent nous trouver des mois à l'avance pour dire je vais perdre mon logement, il faut m'aider. Mais en fait, il n'y a pas de logement, donc on n'est pas du tout dans de la prévention, on n'y arrive pas. D'accord, parce que les logements sociaux, le nombre est tellement limité par rapport à la demande que ça... Et puis il y a des listes d'attente énormes, ça fonctionne sous forme de points. Donc plus on a de points, plus on a des chances d'avoir accès à un logement social. D'accord. Donc évidemment, par exemple, les familles ont beaucoup plus de points qu'un homme seul. Sauf que nous, à la rue, c'est principalement des hommes isolés qu'on a, ou des femmes isolées.
Et donc, du coup, eux, ils sont vraiment presque derniers dans les files d'attente, quoi. D'accord. Donc, ils doivent attendre 5 à 6 ans avant de pouvoir espérer avoir une place. Vous avez quand même une majorité d'hommes comme patients. Qu'est-ce qui fait, vous pensez, que c'est principalement les hommes qui finissent à la rue plutôt que les femmes? En fait, il y a une nuance qu'il faut apporter, c'est que les hommes en rue sont plus visibles que les femmes parce qu'en fait, les femmes se cachent de peur. Une femme se fera beaucoup plus facilement agresser. Et le second point, c'est que aussi une femme aura plus d'opportunités, on va dire, d'être logée chez quelqu'un contre service rendu, on est bien d'accord. Et parfois, t'es pas plus en sécurité quand t'es logé chez quelqu'un que quand tu dors à la rue. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas sans abri. D'accord. Quand tu dors chez quelqu'un, quoi. Ouais. Et puis j'ai l'impression, même au niveau... je vois dans les profils quand même qu'on a au niveau des femmes, c'est beaucoup de femmes qui ont vécu des coups et blessures d'époux précédents. Du coup, il y a quand même pas mal de services qui existent pour justement les violences des femmes battues, etc. Et donc, il y a des foyers pour femmes, elles ont peut-être plus facilement accès aussi à des solutions d'aide parce qu'une femme est considérée comme plus vulnérable qu'un homme. En rue, en tout cas. Du coup, votre journée type se passe comment? Ouais, c'est vrai qu'on peut replonger dans le cœur de notre travail parce que moi j'aime bien juste mettre l'accent sur la maraude. C'est vrai qu'on avait vraiment l'envie d'être mobile parce qu'on se rend compte qu'en fait le fait d'aller directement dans le milieu de vie des personnes, ça change vraiment tout au niveau de l'approche et de l'accueil qu'on a de nos patients. Donc c'est vraiment cette approche de proximité, d'aller vers l'autre. Et donc ça nous permet d'être bien accueillis et d'entamer très vite des bonnes relations avec les gens. Ces maraudes aussi, elles nous permettent de répondre aux signalements. Donc on a beaucoup d'appels de citoyens ou de professionnels qui sont inquiets pour telle et telle personne. Et puisque de nouveau on a cette casquette mobile, on sait assez rapidement aller voir sur place. Et du coup, ça nous permet vraiment de rencontrer beaucoup de monde. Ces moments de maraude aussi nous permettent de prendre le temps avec les gens. De se poser, de discuter, parce qu'on aime bien dire que écouter quelqu'un pendant 30 minutes, c'est un soin tout aussi important qu'un soin de plaie. Et donc c'est vraiment des moments privilégiés qui vont nous permettre de rencontrer les gens et d'entamer une relation d'aide qui est complètement différente que quand la personne se déplace dans une structure. C'était une notion importante, je crois. Oui, et c'est clair que t'as raison dans le sens où c'est indispensable pour la suite, en fait, de rentrer en contact avec eux et de créer un lien avec eux. Parce que c'est des personnes, comme on te le disait, qui ont un des points communs qu'elles ont, c'est qu'elles ont toutes souffert dans leur vie, à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'est des personnes qui ont des gros problèmes à faire confiance à la société et aux autres, qui ont aussi des gros syndromes d'abandon. Et donc, c'est pas si facile, on n'arrive pas, allez, je vais t'aider, viens. Parfois, ça marche comme ça et c'est très bien et on avance très vite. Mais souvent, on doit aller un peu titiller cette carapace, briser cette carapace qui se sont forgées au fil des années de vie en rue. Et donc, c'est ces maraudes qui nous permettent de discuter. Et parfois, comme dit Fanny, on va discuter 30 minutes, mais de tout et de rien. Et juste pendant 30 minutes, on va être focus sur lui. On va être uniquement présente pour lui, pour l'écouter. Et pour l'écouter, mais raconter ce qu'il a envie de raconter, en fait. Et juste montrer, on sera là, et pas juste pour faire des démarches médicales, on sera là pour toi, pour ce dont tu estimes avoir besoin. Et cette notion, je trouve, de respecter les rythmes de la personne... c'est très compliqué à vivre en tant que professionnel puisque du coup nous on aimerait bien que médicalement telle démarche soit faite pour qu'on ait accès à celle-là et que ça avance, mais si lui c'est pas du tout sa priorité, ce sera important qu'on respecte ça. Je repense à un monsieur qu'on avait rencontré et qui n'avait plus pris de douche depuis 5 ans. Et ça a mis 2 ans avant qu'il retourne dans une douche parce qu'on a dû faire étape par étape. Ça a été d'abord un bassin qu'on lui amenait pour lui laver les pieds, et puis des lingettes pour laver les mains. Et puis il a fini par commencer à changer de vêtements. Et puis petit à petit on faisait à l'évier. Et puis finalement ça arrivait à la douche. Mais donc nous on l'aurait bien pris et mis à la douche directement. Mais c'était pas du tout quelque chose qui était possible pour lui. Et donc on voit vraiment que... Et ça, la notion d'ailleurs de consommation de drogue, elle est importante parce que nous on voit vraiment qu'on est dans une relation à 3 en fait. Il y a nous, le bénéficiaire et la consommation. Parce que la consommation, il faut pas oublier que c'est une maladie, c'est une dépendance. Donc c'est pas une question de volonté en fait d'arrêter de consommer parce que le corps il réclame vraiment quelque chose. Et donc si la personne, on a déjà eu le cas avec quelqu'un qui avait une vis dans le dos qui était sortie. Donc il avait vraiment un morceau qui sortait de sa colonne vertébrale.
Donc ce qui voulait dire que peu importe le mouvement, il risquait d'être paralysé à tout moment ou de mourir si l'aorte passait par là. Et il nous a dit, mon urgence maintenant, avant d'aller justement à l'hôpital, c'est de consommer ma dose d'héroïne. Et on a dû faire avec. Et donc on était en stress total pendant, je crois, 1h30. Au final, tout s'est bien terminé, mais c'était impossible pour lui qu'on appelle l'ambulance et il fallait qu'on trouve un compromis pour qu'il puisse avoir sa dose avant de monter, quoi. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on réussit en fait dans notre travail et qu'on réussit dans les situations parce que tu peux pas aller contre la volonté de la personne. La personne, elle va jamais te faire confiance, elle va jamais te suivre si c'est pas ce qu'elle veut. Et puis ils se connaissent bien aussi. Ouais. Je trouve que ce monsieur-là, il savait très bien que s'il avait pas sa dose et qu'il montait à l'hôpital, une demi-heure après, il était dehors parce qu'il devait consommer. Après, évidemment, on met beaucoup de nuances parce que quand il y a la vie qui est en danger, on va agir en tant que professionnel, on va appeler l'ambulance, on va pas lui laisser le choix parce que là, ce sera vraiment une responsabilité que nous, on prendra. Maintenant, on va quand même faire au mieux pour que les attentes de la personne et ses besoins soient pris en compte. Parce que c'est elle qui se connaît le mieux. C'est elle qui sait mieux ce qui est bon pour elle. Ok, on a un diplôme médical et dès qu'il faut l'utiliser, on l'utilise. Mais sinon, je détesterais qu'on vienne me dire ce qui est bon pour moi alors que je sais ce qui est bon pour moi. Est-ce que vous ne pensez pas que par contre, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est bon pour elles justement. Voilà, du coup, c'est là la notion qu'il faut jongler avec, que Fanny disait. Oui, c'est pas... Il y a des gens qui savent plus justement ce qui est bon pour eux ou pas. Et c'est là aussi qu'arrive le fait que la santé est toujours mis en arrière-plan. Parce que, comme on disait, priorité à manger, à me laver, à dormir. Et ma santé, en fait, je lui prête pas attention tant qu'elle m'impacte pas dans mon quotidien, dans mes déplacements. Et donc là, on voit aussi que... c'est ça qui crée les décès, les dégradations, parce que les plaies s'aggravent, elles sont pas prises en charge suffisamment tôt. Ça se complique et donc on arrive à des décès qui pourraient vraiment être évités. Et c'était ça aussi le constat de base, c'est de se dire qu'il y avait encore une trentaine de décès à Liège. Et quand on regarde l'origine du décès, ça pourrait vraiment être évité si les problèmes avaient été pris en charge plus tôt. C'est quoi la cause principale de mortalité chez les sans-abri ? Franchement, elle est super variée. En fait, il n'y a pas une prédominante. Non, il y a toutes les pathologies que nous on a en tant que domicile fixe, puisque on s'appelle jamais comme ça, mais pourquoi est-ce que eux on les appelle les sans domicile fixe ? C'est un peu la petite nuance. Et donc, on a exactement toutes les pathologies. Ils ont des diabètes, des problèmes cardiaques, respiratoires, des problèmes de thyroïde, des problèmes de plaies. Et donc, c'est tous ces problèmes qui sont non traités qui se compliquent. Ouais. Et l'un dans l'autre, ça se complique encore plus. D'accord. Mais après, c'est clair que la notion de libre arbitre, on y est souvent confronté. Et la limite est très fine et est très discutable. Et là, on arrive dans plus des questions plus morales est-ce que à ce moment-là, j'estime que la personne n'est plus en mesure de décider ce qui est bon pour elle ? Et si la réponse est oui, après discussion avec plusieurs professionnels, il y a des mesures qui existent pour forcer une prise en charge médicale. Mais si on estime que son comportement la met en danger, en tout cas. Mais c'est une mesure qu'on n'aime pas prendre et qu'on essaye de pas prendre en général. Mais il est possible, ouais. Ouais, je comprends. C'est difficile, je trouve, pour quelqu'un d'extérieur qui n'est pas dans le milieu de pouvoir comprendre et limite peut-être même accepter certaines nuances comme celle-ci, parce que je trouve que déjà le fait de consommer de la drogue comme l'héroïne, c'est se mettre en danger. Tout à fait. Et ça, déjà au moment, de mon point de vue, après je suis pas du tout dedans, donc c'est juste mon point de vue d'ignorant au sujet, mais déjà le fait de se mettre en danger en consommant une substance comme ça, qui en plus a un coût, que donc pour quelqu'un qui n'a pas de revenus, ça veut dire impliquer de trouver des moyens de financer ça, que donc ça va amener à de la criminalité. Oui, de mon point de vue, ce serait quelque chose où tu n'es plus en mesure de prendre soin de toi-même. Et à ce moment-là, il faudrait une intervention. Mais ça, au niveau de la loi, de nouveau, en fait, il y a un peu des espaces flous comme ça qui existent. Et donc, nous, on estime en effet que quelqu'un, par exemple, qui se plonge à fond dans sa consommation pour ne plus avoir mal, oublier ses problèmes, et qu'il en vient à ne pas prendre en charge un problème de santé qui est ultra urgent, pour nous, du coup, il se met en danger. Aux yeux de la loi, le fait d'être consommateur de drogue n'est pas un élément qui entre en compte et qui vient perturber la capacité de la personne à prendre des décisions pour elle-même. D'accord. Et donc là, on a vraiment un flou juridique. Après, du coup, quand on explique la situation et qu'on arrive à défendre, nous, le fait qu'on connaît bien la personne, qu'on amène des éléments objectifs médicaux, il arrive que les magistrats
fasse des exceptions, mais il nous dit souvent qu'en effet, il y a vraiment un flou qui existe. Et c'est souvent le cas en fait, pour nos patients, c'est que ils ne rentrent pas dans des cases qui sont prédéfinies, c'est toujours quelque chose qui est un peu à part. Et donc, les solutions pour les aider sont chaque fois, il faut contourner, trouver quelque chose. Vous ne pouvez pas créer un processus standard de prise en charge, aimerait bien. chaque histoire. Ouais, non. Mais comme tu dis, c'est clair que de base, le fait de consommer des drogues est quelque chose qui n'est pas bon pour le corps, en sachant évidemment qu'il y a des tas de personnes qui ne sont pas sans abri, qui consomment de la cocaïne et de l'héroïne. Je crois que le danger ici, c'est aussi que la drogue qu'ils achètent en rue est souvent recoupée avec des produits qui sont nocifs. Le matériel qui est utilisé, même s'il y a beaucoup de services qui proposent du matériel propre, il y en a qui font ça quand même avec de l'eau d'une flaque d'eau, une seringue d'un pote qui a déjà été utilisée 5 fois, et c'est là que ça devient vraiment dangereux en fait. Je me rappellerai toujours, il y a un gars qui avait dilué sa drogue avec vraiment la flaque d'eau. C'était pas du tout. Et ou alors il s'injectait dans sa carotide, dans un rétroviseur. Enfin, c'était. Et là, en fait, on est dans un état tel que, de fait, ils se mettent vraiment en danger. Et c'est ça qui, à certains moments, en fait, peut être hyper frustrant en tant que professionnel de la santé face à ces situations. Quand quelqu'un, quand il est clean, te dit il faut que vous m'aidiez, je veux me prendre en charge, je veux pas mourir, mais qu'une fois qu'il a pris sa dose, est totalement dans un autre état d'esprit et à ce moment-là n'est plus en mesure d'accepter l'aide que tu lui proposes, ça peut être très frustrant. Mais ça prouve bien que c'est une maladie, c'est une dépendance et que c'est pas qu'une question de volonté parce que la personne, quand elle est clean, elle te supplie de l'aider. Ils sont mal, ils sont en pleurs, ils veulent qu'on les aide, mais le produit, en fait, prend le dessus sur la volonté de la personne. Et puis ils sont tellement mal qu'à un moment donné, c'est juste un échappatoire, quoi. Pour eux, ça leur fait du bien pendant 5 minutes d'être complètement dans un autre monde et de s'évader, en fait, de cette réalité qui est trop dure à vivre au quotidien. Et en fait, ce qu'ils nous disent souvent, c'est... moi, la drogue, je sais que ça me fait du bien sur du court terme, mais sur du long terme, ça me détruit. Mais sur du court terme, ça me fait du bien. Ouais. Déjà parce que c'est antidouleur. L'héroïne, c'est un antidouleur très très puissant. Et parce que, comme dit Fanny, ça leur fait oublier en fait leur réalité du quotidien et le monde horrible dans lequel ils vivent pour le moment, quoi. Mais c'est un cercle vicieux. Il y avait des études qui avaient été faites sur les soldats au Vietnam, les Américains au Vietnam consommaient énormément d'héroïne. Et c'était aperçu, les opiacés surtout, qu'il y avait de ce quoi-là, dont l'héroïne. Et c'était aperçu que quand ils revenaient par contre aux États-Unis, après la guerre, en tant que vétérans, etc., ils n'avaient plus ce besoin de consommer. Et alors ils ont commencé à faire des études sur le cerveau, comme quoi, pourquoi ceux qui consommaient en Amérique, qui commençaient à consommer en Amérique, restaient dépendants, ne savaient pas en sortir, alors qu'eux, qu'ils allaient en guerre et consommaient là-bas, ils revenaient, ils n'en avaient plus besoin. Et en fait, les études auraient prouvé, ça reste des études et c'est très théorique, mais auraient prouvé qu'en fait, c'est un manque d'alternatives qui porte à la dépendance. Que donc, s'il y avait des alternatives au fait de se droguer, des alternatives de vie, d'autres solutions, quoi. D'autres solutions. Pas que ce soit médicaments. Vraiment... non, pas médicaments. Par exemple, les soldats revenaient et quittaient la guerre pour retrouver leur famille. Donc, ils avaient la famille qui était là. Ils avaient, donc, après, vous me dites souvent c'est des personnes isolées. Du coup, c'est aussi évidemment ça. Mais on voit par contre que quand les contacts familiaux sont repris, ça change toute la situation. Hein. Oui. Ouais, vraiment. Là, on a un monsieur qui est originaire d'Afrique, qui a sa sœur qui est revenue ici en Belgique et qui l'a cherché. Et il a arrêté de consommer à partir du moment où il l'a retrouvé. Donc on voit que ça joue énormément. Ouais. Après, ça dépend aussi des drogues. Mais clairement, il est toujours possible dans l'idéal d'arrêter et avec une période très difficile, mais oui. Et puis c'est difficile aussi de se dire, je vais aller en cure, je vais arrêter, mais en fait, après ma cure, j'ai rien, je vais quand même retourner en rue. C'est ça le problème des échecs. Donc, on revient de nouveau avec ce logement aussi, s'il y avait des solutions, des logements accessibles et que les gens savaient que la cure, c'était la première étape au parcours de réinsertion, ça marcherait beaucoup plus. Ici, c'est, je vais aller 2 mois en cure et puis c'est de nouveau, je recommence à vivre dans l'enfer. C'est ce qu'ils nous disent tous.
Ils ont quasi tous déjà fait des cures, mais en fait après ils retombent à la rue, ils disent mais je fais quoi moi à la rue? Oui, j'étais bien quand j'étais en cure parce que j'étais à l'abri, j'avais tout un entourage professionnel autour de moi qui m'aidait à ne pas consommer, mais à la rue tu retombes dans tes travers. Tu retombes dans tes travers, tu revois tes connaissances qui consomment, tu revois les dealers qui viennent comment on dit, qui viennent te happer, ça se dit, enfin qui viennent te trouver en permanence. Enfin, ici on se balade place Saint-Lambert, tu vois des dealers à la dizaine. Et en fait, ils nous disent quand on est en rue, quand on retourne en rue, on a beaucoup trop de tentations et c'est très difficile de ne pas retomber dedans. Il faut une force mentale Ouais. de dingue, quoi. Sauf quand on vit dans des conditions pareilles, on n'a pas de force. Du coup, il y a certaines solutions possibles, mais aussi il y a des manques de place. Et nous, on travaille avec les post-cures. Et donc, en fait, quand on dit un centre de désintoxication, donc un centre de cure, c'est de 4 à 8 semaines et c'est pour un sevrage physique. Parce que clairement, il faut passer par un sevrage physique où tu vas sans médicaments. Déjà, c'est 3-4 jours horribles où tu vas être dans un état pitoyable. Ou alors, tu fais une alternative médicamenteuse et donc, tu as besoin pendant X semaines d'être observé médicalement. Mais là, tu n'as qu'un sevrage physique. Et comme tu disais, tout le côté psychologique, en fait, ça rentre à fond en ligne de compte. Et c'est ce qui est traité en post-cure. Et donc, la post-cure, c'est 6 à 9 mois. Où là, on va réfléchir avec toi à quelles sont les alternatives à la consommation, pourquoi est-ce que tu consommais et qu'est-ce qu'on va mettre à la place de la conso. Et donc ça marche trop bien. C'est juste, y a pas beaucoup de sortes de post-cure ici en Belgique. D'accord. Les listes d'attente sont très très longues. Et du coup, souvent, dans les listes d'attente, on perd les gens. Enfin, tu vois, dans les mois d'attente. Il y en a à Liège déjà des sortes de post-cures comme ça? De post-cure? À Liège? Non. Non. Il y en a à la Louvière, à Bruxelles, à Charleroi. Enfin, un peu... Et chaque fois, c'est pas beaucoup de place, quoi. Et vu que les gens restent 6 à 9 mois, prennent une place pendant 6 à 9 mois, fatalement, il n'y a pas un turnover très grand, quoi. Est-ce que dans votre activité, vous avez eu accès à des données pour voir l'évolution du nombre estimé de sans-abri dans la ville de Liège au cours des années? Malheureusement, il n'y a pas encore de recensement qui D'accord. existe comme il peut y avoir à Bruxelles, où là, il y a vraiment un organisme qui a ça pour mission, mais ici à Liège, non. Donc c'est chaque fois fait soit un calcul sur une nuit ou quelques jours, ou soit des estimations qui sont faites à la grosse louche. D'accord. Ouais, le seul chiffre qu'on a, c'est du coup ceux qui touchent du revenu du CPS, mais qui n'englobent pas du tout toute la population, ou le nombre de personnes qui dorment à l'abri de nuit. Mais encore une fois, tout le monde ne dort pas à l'abri de nuit, donc c'est chaque fois des chiffres très très approximatifs. D'accord. Il y avait eu un cas, j'avais vu dans la presse, mais je pense que ça date maintenant des années, sur lequel la ville voulait essayer d'interdire l'accès au centre-ville à tous les sans-abri. Et elle avait perdu face à un avocat qui avait défendu le droit des sans-abri. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça date il y a quelques années. Hein. Et je voulais avoir votre avis là-dessus par rapport au fait... on sait par exemple que dans le centre-ville, il y a une grosse... comme vous l'avez dit, il y a des dealers, il y a beaucoup de... C'est très facile de se récupérer de la drogue. Et ça impacte aussi l'image de la ville qu'elle essaye de devenir peut-être... quoique maintenant avec les travaux et avec tout ça, le mot attrayant, ça coste pas très bien au mot Liège. Mais en tout cas dans cette démarche, et c'était dans cette démarche que la ville avait pris des mesures pour lesquelles la police passait régulièrement en disant aux sans-abri, vous ne pouvez pas rester ici et tout ça. Est-ce que vous pensez que une démarche de ce genre, de disperser pour pas qu'ils se retrouvent au centre-ville où justement il y a tous les tentations, on va dire, etc., aurait pu être une bonne idée? Est-ce que non, Honnêtement, ça marche au contraire pas. Il y a un règlement de mendicité qui a été mis en place justement suite à cette volonté de ne pas faire de regroupement. Mais du coup, ça devient horrible parce qu'ils sont autorisés à faire la manche chaque jour dans un quartier différent. Donc de nouveau, ça veut dire que si je suis en chaise roulante et que je sais pas aller des Guillemins jusque Saint-Léonard, je sais pas faire mon argent du jour, il y a des conditions au niveau de l'interpellation vis-à-vis des passants. Je crois qu'ils peuvent pas interpeller oralement, ils doivent avoir des pancartes ou juste un gobelet devant eux, ils peuvent pas être debout, ils doivent être assis.
Donc il y a déjà ce genre de règlement qui existe. On a vu aussi avec les arrêts de bus où il y a eu les bancs ont été scindés en plusieurs les dispositifs anti-sans-abri au pied des immeubles avec les pics. Ouais. Mais ça, on va pas se mentir, ça marche absolument pas et on le voit bien avec le nombre de personnes qui vivent à la rue. Il ne cesse d'augmenter. Nous, on voit des gens différents toutes les semaines, quoi. Et donc, en fait, de nouveau, c'est investir dans de l'urgence. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment construire sur des solutions pérennes. Sauf que ça va pas assez vite. Parce que c'est des résultats qui prennent du temps à être obtenus, mais qui, une fois obtenus, restent sur du long terme. Et donc, moi, je crois que c'est ça la solution, c'est qu'il faut arrêter d'investir dans l'urgence et vraiment réfléchir au fond du problème et au manque de solutions qui existent, quoi. C'est pas un abri de nuit qui va permettre à quelqu'un de sortir de la rue. Ça va l'aider dans ses conditions de vie, évidemment, et heureusement qu'ils existent, mais c'est pas ça la solution pour qu'il s'en sorte. Non, c'est pas les abris de nuit qui vont mettre fin à son abri, c'est pas les solutions d'urgence qui mettront fin à ce problème. Et puis de nouveau, s'ils veulent aller dans le centre-ville pour voir leur dealer, qu'ils soient au campement de la Chartreuse, à Sainte-Marguerite ou à Saint-Léonard, ils iront quand même. Donc en fait, c'est chaque fois trouver en fait des petits pansements comme ça, qu'on pense être des pansements alors que pour nous ça en est pas du tout. Mais il faut vraiment pouvoir investir dans des solutions pérennes, quoi, pour guérir ou en tout cas répondre à ce problème sociétal. Que ce soit l'accès à la drogue ou que ce soit l'accès au logement ou voilà. Imaginons qu'on vous donne une baguette magique. Voilà, vous avez plein pouvoir comme des petites fées et quelles seraient ces solutions comment vous avez plein pouvoir. Comment vous y approcherez pour essayer de prévenir et éventuellement de guérir aussi la situation existante et de prévenir pour l'avenir. Je crois qu'on va dire la même chose. On va dire renforcer notre équipe d'abord. Parce que nous, à deux, on s'en sort pas, on n'est pas assez. Il faut qu'on soit beaucoup plus pour aider toutes les personnes qui en ont besoin, en tout cas au niveau de l'accès aux soins et de l'aide médicale dont ils ont droit. Et j'allais dire, renforcer, des professionnels qui peuvent déjà agir en logement quand les personnes rencontrent des difficultés. Elles sont pas encore tombées à la rue, mais elles commencent à voir que les factures s'accumulent et qu'il y ait déjà des professionnels qui soient là en fait pour aider et éviter que la chute s'entame. Il faudrait faire ça d'un côté et de l'autre côté faire ce qu'on appelle la philosophie Housing First, c'est-à-dire mettre toutes les personnes sans abri dans un logement directement, sans pas le même, hein. Pas dans le même logement. Hein. Chacun a un logement différent et pas trop proche l'un de l'autre. Sans poser de questions, sans conditions, avec une équipe pluridisciplinaire qui va aider la personne à se réinsérer et à se remettre en ordre en logement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle Housing First, c'est ça là où Fanny travaillait avant, donc tu l'expliqueras certainement mieux que moi. Ouais. Avant que je m'emballe, vas-y, tu peux l'expliquer. Non, mais c'est juste qu'il y a des conditions, c'est pas malheureusement inconditionnel. Ouais, c'est vrai. C'était juste ça. Et en fait, ça vient des pays du Nord, de base, hein. Ça vient des pays du nord de l'Europe où on voit que par exemple en Finlande il y a quasi pas de sans-abri parce que la philosophie du Housing First est beaucoup plus développée et où toutes les personnes sans abri ont été remises dans un logement avec cette équipe pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire avec un éducateur, un assistant social, une infirmière, psychologue dans certaines équipes qui vont l'entourer dans tous les domaines de sa vie. Et c'est comment le nom? Housing First. Okay. En fait, l'idée c'est surtout de se dire qu'on arrête de passer par des échelons. Si t'as droit à 7 nuits à l'abri de nuit, si ça se passe bien, on va te proposer de rester un peu plus longtemps. Si t'as un projet, t'auras peut-être droit à avoir accès à une maison d'accueil. Et le logement, du coup, il arrive tout au-dessus de ça, mais la personne, elle a le temps de foirer, de s'épuiser entre-temps. Là, le Housing First, c'est vraiment de se dire, je prends la personne, je la mets en logement, je fais le pari que ça va marcher avec une équipe qui sera justement là pour la soutenir et l'aider, en fait, dans toutes ces démarches. Et ça fonctionne à combien de pourcents? Plus de 90 en tout cas. Ah, waouh. Ouais. Et ça existe dans plusieurs pays. Il y en a plusieurs ici aussi en Belgique. Alors chaque projet du coup a développé un peu sa propre méthodologie, je vais dire. C'est ça que Camille disait, il y en a parfois qui ont des psychologues, d'autres pas. Voilà, chacun fait un peu son projet en suivant les grandes philosophies, les grandes lignes de la philosophie évidemment. Mais ça fonctionne, mais de nouveau, il n'y a pas de logement. Il n'y a pas assez de travailleurs, les équipes sont trop petites, comparé à la demande, c'est toujours la même chose en fait. Je crois que tous les services ici à Liège sont en sous-effectif. Et surtout quand on voit que ce nombre, il n'arrête pas d'augmenter, vraiment. C'est hallucinant, quoi.
Et ces logements sont des logements individuels ou Pri- c'est une ouais. espèce de... C'est des logements privés. D'accord, des logements donc, privés. Et donc ouais. l'équipe pluridisciplinaire qui est en place, elle se déplace de logement en logement. Donc C'est c'est ça. pas... Et alors là, il y a vraiment un agent immobilier qui va être engagé, en tout cas ici sur Liège. Et son objectif à lui, ce sera de convaincre les propriétaires privés de mettre leurs biens en location avec cette garantie d'avoir un passage d'une équipe en fait. Et donc ça va un peu rassurer le propriétaire parce qu'il va se dire il y aura quelqu'un quand même qui va aider à assurer que le loyer soit payé, que le logement soit entretenu, il y aura du passage et des gens qui vont vraiment soutenir. Que c'est en partie, c'est un peu ce qui se passe avec certains logements sociaux, je pense aussi. Les agences immobilières sociales. Oui, Ouais, c'est ça. ça. Et que c'est le CPAS qui paye le loyer et que donc le propriétaire a le loyer garanti par le CPAS, peu importe ce que le locataire fait. Ouais. Et après, dans d'autres villes de Belgique et dans d'autres pays, alors les logements, on n'est plus sur du logement privé, on est sur du logement public. Et alors, il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus facile. Parce qu'ici, c'est clair que sur Liège, on n'est que sur des logements privés et donc on en a beaucoup moins. D'accord. Et j'aimerais bien retourner alors un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que... déjà, j'imagine que vous avez, depuis longtemps, vous avez une grande tendance à vouloir aider votre prochain et tout. Pourquoi le sans-abritisme? Pourquoi pas... Qu'est-ce qui a fait basculer dans votre parcours que c'était les sans-abri et pas, je sais pas, les enfants, les animaux, n'importe quel autre... Ça aurait pu être les animaux. Et moi, les enfants. Moi, de mon côté, c'était plus une question, je pense... j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce public. Donc, c'est pendant mes stages en tant qu'infirmière que je l'ai découvert. Ça a été vraiment une révélation. Vraiment, on peut parler de coup de cœur parce que j'ai directement su que c'était avec eux que je voulais travailler, que c'était ça que je voulais faire. Parce que j'avais pas trouvé... C'est pas du sens, mais... j'étais pas indispensable en fait à l'hôpital. Ici, il y avait vraiment quelque chose à faire, des gens qui n'avaient pas accès à la santé, et il y avait vraiment quelque chose à créer pour que ça change. Et donc du coup, il y avait un énorme défi à mettre en place, aider des gens qui étaient dans le besoin ici en Belgique et dans notre ville à Liège. Et puis en fait, ils sont exceptionnels. On dit qu'on leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent tellement en fait en retour en termes d'humanité. Et ils nous, on reçoit des claques tous les jours, quoi. C'est des gens qui sont profondément humains, gentils, bienveillants et qui te donnent des leçons de vie tous les jours. Et puis, je trouve que c'est super important. Et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Smile, parce qu'on voulait vraiment qu'on arrête en fait de tomber dans le mélodrame, de dire ces pauvres gens, parce qu'en fait c'est des gens comme tout le monde, c'est des gens qui ont plein de qualités, de capacités, et on voulait vraiment mettre en avant ce côté ultra positif que ils nous apportent au quotidien, parce qu'on serait pas les mêmes si on les côtoyait pas, et ils nous nourrissent tous les jours. Moi là je suis plus sur le terrain parce que je suis écartée, j'ai plus ce qui me nourrit, vraiment, c'est quelque chose qui... Je me réjouis parce que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien, quoi. Et en fait, moi je trouve qu'une des particularités qui fait du bien avec ce monde, c'est qu'ils sont authentiques. Il n'y a pas de chipotis, il n'y a pas de personnes faux cul, on va pas parler, on sera pas sur les faux semblants, sur il faut que je paraisse bien. S'ils ont un truc à dire, ils te le diront, leurs émotions elles seront vraies, et ça fait du bien quoi dans ce monde d'avoir des personnes un peu authentiques. Et je crois qu'en tant qu'infirmière, du coup, on se sent vraiment utile. Et puis, ils sont hyper reconnaissants en fait. Et ils vont te dire merci pour le moindre truc, et donc ça professionnellement et personnellement, ça fait du bien d'être valorisé et de voir que ce que tu fais a vraiment un impact, quoi. Ouais. Et du coup, moi, c'est un peu différent. Moi, je me lance dans mes études d'infirmier pour faire la pédiatrie, donc justement les enfants. Et puis du coup, j'ai fait des stages à l'étranger. Et j'ai travaillé quelques mois au Maroc. Et du coup, je voulais, partir dans l'humanitaire, mais parce qu'on présente l'humanitaire comme quelque chose, je vais aller aider dans le quart-monde, enfin, tu vois, un peu cette humanitaire idéalisée et cet humanitaire européen qu'on survend un petit peu. Enfin, moi, j'étais là-dedans et en fait, quand je suis revenue ici et que j'ai fait un stage dans le milieu de la prostitution, donc du coup, fatalement dans le domaine du sans-abrisme aussi, là, j'ai pris une putain de claque parce que je me suis dit, ma cocotte, tu voyages des heures en avion pour aller aider à des milliers de kilomètres de chez toi, alors qu'en fait, dans la ville où tu as grandi, il y a un énorme besoin d'aide et tu t'en étais même jamais aperçu parce qu'on était focus, il faut aller aider ailleurs.
Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas besoin de voyager super loin pour aller aider et autant commencer par sa propre ville, quoi. Et en plus, tu soulages la planète en impact carbone. C'est pas Ouais, et en plus, ça. je suis devenue écolo, donc... mais c'est clair que... Enfin, moi, j'ai été à l'école de mes 12 ans à mes 18 ans ici au centre-ville de Liège. Et jamais j'avais capté qu'il y avait une problématique énorme au niveau du sans-abri. C'est un monde qu'on nous cache, qu'on nous explique pas quand on est enfant, quand on est adolescent. Et c'est un monde qui nous fait peur et donc on va pas l'affronter, on n'entre pas en contact avec ce monde par peur, par culpabilité, enfin pour plein de raisons en fonction de chaque personne. Et du coup de m'y retrouver confrontée durant mes stages, c'était génial. Et d'un côté j'ai d'abord été fort en colère, quoi, qu'on m'ait caché et qu'on m'ait monté la tête contre ce monde qui comme disait Fanny, quand on rencontre ce monde et quand on rencontre ces personnes, elles sont géniales. Enfin. Et j'ai rebondi là-dessus du coup pour rebondir encore sur le nom de l'association qui est Smile. Il y avait vraiment plein de liens. On a vraiment bien fait de choisir ce nom-là. C'était On a cherché quand même longtemps. Mais donc on se rend compte que en fait, ce monde il est ignoré parce que je crois que c'est une réalité qui est difficile en fait à accepter et ça renvoie en fait que la société elle est pas parfaite, qu'il y a des failles et qu'il y a des gens qui se retrouvent coincés quelque part. Et donc on a tendance à ignorer. Et donc quand on est interpellé par quelqu'un qui fait la manche, on a tendance à éviter le regard, à avancer, à ne pas lui répondre. Et ça, il y a vraiment rien de pire pour eux. Quand on nous demande comment est-ce qu'on peut aider, la première chose qu'on répond c'est regardez-les, souriez-leur, même si vous n'avez pas d'argent, vous leur dites bonne journée et rien que le fait de les regarder, c'est juste de les considérer comme des êtres humains et comme votre égal, parce qu'en fait on a l'impression que c'est deux mondes complètement séparés, quoi. Il y a les sans-abri d'une part et nous. Alors on est tous des êtres humains. Il y a des personnes qui vivent une situation de sans-abri à un moment donné, des gens qui vivent une situation de domicile fixe à un moment donné, mais on est tous pareils, quoi. Mm-hmm. Et donc arrêtons de faire comme si c'était deux choses complètement séparées, quoi. Ouais. Et ça, ils nous le disent, les gens prennent plus de temps à aller au cimetière, à regarder une tombe, qu'à nous regarder nous, par exemple. Ou alors ils nous disent, les gens prêtent plus d'attention à un chien, oh il est beau, il est mignon, et à le caresser, que nous. Mmh. Et donc ça impacte directement l'estime de la personne, vraiment. Ils en ont déjà tellement peu que, en les considérant comme quelqu'un égal à nous, ça va leur redonner, on va leur apporter énormément. Donc, c'est ça qu'on dit, smile sans sortir, ça commence par un sourire, parce que vraiment, le sourire n'a pas de prix, quoi. Mmh. Reconnectons-nous et parlons-nous, quoi. Voilà, c'est beau, hein. C'est très beau, c'est très beau. Il y avait deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Donc, d'un côté, c'était... je trouve par contre que c'est dur aussi en me mettant à la place justement de ces genres de personnes qui vont rencontrer un sans-abri dans la rue. C'est dur souvent, ceux qui viennent demander, c'est souvent ceux qui sont dans le besoin au moment qu'on voit qu'ils... Et que ça m'est déjà arrivé de proposer au gars, par principe je ne donne jamais l'argent. Mm-hmm. Je lui propose, je peux te payer un truc à manger. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois que je l'accompagne au supermarché, il ne veut pas rien à manger, je dis tu veux une bouteille d'eau? Non, je veux une bière. Mm-hmm. Non, désolé, mais non, voilà. Et j'ai l'impression que souvent... Peut-être les personnes, après c'est mon impression de citoyen lambda qui se promène dans la rue. Vous avez sûrement le point de vue le plus précis, mais j'ai l'impression que ceux qui viennent demander souvent dans la rue, ils sont un peu agressifs. Et je pense que peut-être les personnes dont vous avez parlé maintenant, c'est peut-être ceux qui sont justement assis dans un coin de la rue que personne ne considère. Non, il y a les deux? D'accord. Ouais. Là, tu abordes plein de points différents. Ouais. Je crois que le premier, c'est déjà, j'avais juste envie d'insister sur le fait que c'est tout à fait normal en fait d'avoir des idées reçues, des stéréotypes c'est quelque chose qui est totalement humain. Donc nous, on n'est ni dans le jugement de nos bénéficiaires parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé dans leur vie, ni dans le jugement des citoyens parce qu'en fait, chacun fait avec ses apprentissages et donc il n'y a vraiment pas de jugement, pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Chacun doit faire comme il le sent. C'est vrai quand on nous demande est-ce que vous conseillez ou pas de donner de l'argent. De nouveau, on dit mais il faut que vous soyez à l'aise simplement avec la décision que vous prenez. Mais c'est vrai que si on réfléchit au pourquoi on donne de l'argent, c'est parce que on imagine nous en donnant la pièce que avec cette pièce il va aller s'acheter à manger, ça va lui faire du bien parce que sûrement qu'il a faim et que c'est ça qui va le soulager sur le moment. Mais en fait de nouveau quand on repart de la
dépendance à, par exemple, l'alcool. Bah, si j'ai pas eu ma bière, ça fait 6 heures que je suis sans alcool, ça devient dangereux déjà médicalement, bien avant ça même. Et puis mon corps le réclame, je suis pas bien, et c'est ça en fait qui va me permettre d'aller mieux. C'est avec les 2 euros que ce monsieur va me donner, même si lui il pense que ce qui m'aidera c'est d'acheter un sandwich, moi ce qui va vraiment me faire du bien maintenant, c'est d'acheter une canette de bière. Et en fait, bah, dans les 2 cas, si notre intention sur le moment même c'est de faire plaisir, bah en fait on a atteint notre objectif. C'est juste que il a pas utilisé l'argent comme nous on le pensait, parce de nouveau on a pensé à sa place que ce qui lui ferait du bien c'est ça. Mais au final, lui, il a utilisé l'argent avec ce qui lui faisait du bien. Et donc, nous, c'est ce qu'on dit, c'est que dans tous les cas, l'objectif, il est atteint, mais on peut comprendre qu'éthiquement, ce soit difficile de donner de l'argent parce qu'on sait que la personne va aller chercher sa dose ou sa consommation. Mais voilà, si on repart à l'origine de l'intention, c'est quelque chose qui est tout à fait acquis, quoi. Oui, c'est une autre vision de voir les choses. Ouais, non, tout à fait. Et après, même malgré ça, il y a des personnes qui seront pas à l'aise parce que, et c'est ok. Si t'as pas envie de lui payer sa bière, c'est compréhensible et c'est ok. Et souvent, ce qui nous fait rire aussi, c'est des personnes qui disent mais je lui ai donné mon sandwich, il m'a crié dessus parce qu'il voulait pas, il voulait autre chose. C'est bon, je lui donne, il pourrait déjà être content. Et alors là, on redécortique aussi, on se dit ok, il a peut-être faim, mais avant d'être sans-abri, c'est une personne qui a des goûts, des choses qu'il aime bien, des choses qu'il aime pas. Et c'est pas parce que t'es dans le besoin que si tu détestes le chou-fleur, tu vas manger du chou-fleur. Et donc, certaines personnes ont du mal à comprendre ah bah je lui ai donné un croissant, il m'a dit qu'il aimait pas, merci, j'essaye de l'aider et voilà ce qu'il me répond. Et c'est pareil pour les vêtements, les gens qui nous donnent des vêtements troués, bah c'est déjà mieux que rien. Bah pourquoi est-ce que lui, il devrait mettre des vêtements troués alors qu'il vit constamment dehors et toi tu peux être bien habillé? Nous, quand on leur ramène des chaussures ou des pantalons Levi's, ils sont mais aux anges quoi. Ils en reviennent pas d'avoir ça sur eux et c'est extraordinaire, ça les revalorise de nouveau. Et puis je pense aussi qu'il y a on a souvent des gens qui disent je vais proposer une pomme et il a refusé. Mais le gars il a pas de dents. C'est bien gentil de donner une pomme, mais c'est vrai que objectivement parfois on pense pas à tout ça, à tous ces éléments là, mais manger une pomme pour quelqu'un qui a des dents hyper fragiles ou qui en a pas du tout, c'est chose impossible. Pareil pour les sandwichs, c'est quelque chose qui est fort compliqué à mâcher. Mais c'est vrai que souvent c'est chaque fois très bienveillant, voilà. C'est vrai qu'on réfléchit, on se met pas souvent à leur place en fait. Et c'est ce qu'on propose à la personne qui va nous demander. On va lui dire est-ce qu'on peut revenir au début du processus et réfléchir pourquoi t'as envie de l'aider, et si c'est pour te faire du bien à toi, parce que l'air de rien, c'est comme quand on offre les cadeaux à la Noël, on est content, enfin ça nous fait plaisir d'offrir, et mais si on sort de ce concept et qu'on dit en fait moi c'est désintéressé et c'est juste pour que l'autre se sente aidé et pas pour moi me sentir bien, alors c'est ok, il a besoin de quoi sur le moment, il a envie de quoi, et c'est comme ça que je vais pouvoir l'aider. Mais c'est compliqué et il y a aucun jugement, vraiment, il y a aucun jugement de notre part quand on parle de tout ça. Et c'est pareil par rapport à l'agressivité. Bah là, de nouveau, on fait un peu un petit jeu de mets-toi un peu à la place de. Imagine, t'as pas de chez toi, t'as pas de lieu où tu peux être seul, en intimité, seul avec toi-même, où tu peux déverser tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux te mettre en colère, être content, sauter de joie. Il n'y a pas cet environnement sécurisé qui t'est consacré. Ici, ta maison, c'est un lieu public où t'as tout le temps des gens qui passent devant toi. Et donc, il suffit que, en fait, la personne que je viens de croiser, elle vient d'apprendre qu'il venait de perdre la garde de sa fille et qu'il soit super en colère. En fait, c'est parce que moi, par exemple, nous, ça nous arrive tout le temps, hein, en tant que professionnel, on va arriver à ce moment-là. Il va déverser tout ce qu'il a sur le cœur sur nous, mais on sait très bien que c'est pas dirigé contre nous. C'est juste que ces émotions vont être exposées au grand jour. À l'inverse, de nouveau, si on repart de la consommation, si c'est quelqu'un qui est dépendant, qui a pas eu sa dose depuis 6 heures, et ça devient vraiment douloureux pour lui, il arrive, évidemment, ça va être très anxieux, il va commencer à être énervé que les gens lui disent non parce que ça fait depuis le matin qu'il fait la manche et que tout le monde lui l'envoie à balader, Et donc, de nouveau, on rentre dans cette notion de non-jugement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. La personne, elle est en colère, mais en même temps, c'est le seul endroit où elle peut déverser sa colère, c'est la rue, puisque c'est son lieu de vie à l'heure actuelle. Et donc, il faut juste pas le prendre personnellement. Après, on dit pas, il y a des comportements qui sont non excusables, évidemment. C'est pas pour ça qu'ils sont autorisés à frapper, à agresser, à être vulgaires, etc.
Ça n'excuse en rien tout ça, mais ça permet en tout cas de peut-être comprendre pourquoi est-ce que et ça leur a... Et c'est vrai qu'on a tendance à généraliser. Si j'ai un monsieur en costume au téléphone qui est en train de péter un câble, je vais pas me dire oufti, tous les domiciles fixes ils sont super agressifs quoi. Alors que j'ai une personne qui fait la manche qui m'agresse, je vais me dire oh, les sans-abri c'est vraiment des gens agressifs. En fait, mais ça c'est un problème de société. On a tendance à... On a vécu une expérience, on va la généraliser à tout un public. Moi j'ai un sans-abri un jour qui m'a agressé, je leur parle plus. Moi, je donne plus d'argent aux sans-abri. Ils sont tous dangereux. Ils sont tous agressifs. Mais en fait, non. Martin, ça se trouve, c'est comme exactement comme nous. On a tous des caractères différents, même des hobbies. On nous dit parfois, ils savent lire, ils aiment bien lire. Mais pourquoi ils n'aimeraient pas lire? Nous, c'est la meilleure expérience qu'on a faite. Je crois, c'est de leur poser, c'est quoi la musique qui te donne la pêche le matin? Qu'est-ce que tu adores faire, aller au cinéma, Et en fait, on se rend de nouveau compte qu'il y a plein de points communs et qu'on n'est pas différents d'eux. C'est vraiment juste le fait qu'eux n'ont pas de toit sur la tête à un moment X, quoi. Et même, c'est pas tous les mêmes. Et on ajouterait même que une personne qui va t'agresser à un moment X parce qu'il vient d'apprendre qu'il perdait la garde de sa fille, et dans une heure, il sera peut-être tout à fait agréable parce qu'en fait, c'est un humain et qui vit plein d'émotions à la fois. Et de se dire, il m'a agressé une fois, je lui reparle plus. Moi, j'ai déjà crié, hein. J'ai déjà crié sur mes proches et moi, je me suis déjà énervée alors que j'ai une gueule d'ange. Enfin, tu vois. T'as une gueule d'ange, non? Si, tout le monde me le dit. Et de nouveau, en fait, il n'y a pas que qui sont agressifs. Je veux dire, des gens qui volent, qui agressent, c'est plein de gens qui ont des logements. Et puis eux sont aussi, et ça on l'oublie, victimes d'agressivité énormément. On a par exemple pour le moment une bande de jeunes qui s'amusent en revenant du carré à aller pisser sur les sacs de couchage de nos bénéficiaires. Juste pour le plaisir, acheter dedans parce que c'est facile en fait de se défouler sur eux pendant qu'ils sont en train de dormir. Et puis mettre le feu. Et donc on a des gens qui sont en train qui se réveillent avec un sac de couchage qui est en feu. Et on se dit mais eux aussi ils sont victimes de ce genre d'agression, que ce soit entre eux ou que ce soit d'un citoyen à un autre quoi. Et en fait tout ça, de nouveau, ça augmente ce fossé entre les deux mondes. Ouais. Et voilà. Si avec le fait que on puisse un petit peu témoigner à certains moments, être pas le porte-parole, parce qu'on se permettra jamais de dire qu'on est les porte-parole, mais aller juste amener un peu plus de compréhension ou changer d'un côté comme de l'autre. Changer la manière de voir les choses aussi. On a déjà gagné, quoi. Ouais. Juste susciter des questionnements, c'est déjà bien. Oui, parce qu'on a tendance à croire qu'on sait tout le temps, et pas toujours. Ouais, c'est vrai. On parle beaucoup, on t'avait dit. Hein. Mais c'est très bien parce que c'est très intéressant. Ça, et c'est vrai, le questionnement, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose. Là, vous l'avez soulevé en moi. Maintenant, en parlant comme ça, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi, même si peut-être il faut le temps que ce soit digéré, parce que pour l'instant, je suis encore un peu dans le refus de dire non. Mais de nouveau, si éthiquement, c'est pas envisageable pour toi, c'est tout à fait ok. Oui, tout à fait. Tu peux être... Tout à fait. Mais par exemple, c'est vrai que j'avais jamais considéré le point de vue de quand le fait que moi, par exemple, je donne pas d'argent, qu'est-ce que lui a besoin, qu'est-ce que ça va lui faire du bien. Et au final, oui, c'est vrai, j'avais jamais considéré ce point de vue-là. C'est vrai que dans ma tête, c'était si je lui donne de l'argent, il va s'acheter sa dose et tout. Et du coup, voilà, ça fait... C'est aussi pour ça que j'aime bien faire ces podcasts et discuter avec les gens. On a suscité un questionnement, on peut partir. Giuseppe aussi, là, je vois... Ah non, lui, il a plein de questions. Pour ceux qui nous écoutent, et même pour ceux qui nous regardent, parce qu'au final, Giuseppe est derrière les caméras, je vais vous laisser ses coordonnées, ainsi que les coordonnées de l'SBL Smile. Parce que comme je vous disais, vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de dons, parce que voilà, une SBL ne marche pas toute seule. Donc pour l'instant, vous me disiez, vous êtes vous deux, plus maintenant une infirmière qui va venir te remplacer puisque tu es écarté. Et il y a d'autres personnes qui collaborent avec l'équipe On a beaucoup de bénévoles. On a des bénévoles qui s'occupent de tout ce qui est justement gestion des dons, puisqu'on reçoit et on fonctionne avec des dons de vêtements pour qu'on puisse justement distribuer en rue. Donc il y a une équipe de 4 filles qui réceptionnent les dons, qui les trient, qui les rangent, etc. On a des bénévoles qui sont sur le terrain avec nous, des médecins, des infirmiers, des psychologues, et qui viennent avec nous en rue, ce qui nous permet en fait de nous dédoubler et de couvrir un territoire plus large
puisqu'on fait toujours les maraudes à 2. On a des bénévoles qui vont rendre visite aussi, qui sont appelés les bénévoles compagnons. Donc, de nouveau, quand on est hospitalisé, par exemple, sur 15 jours ou plus, on passe d'un lieu de vie qui est la rue, où il y a du mouvement tout le temps, il y a tout le temps de l'activité, à une chambre d'hôpital où on se retrouve tout seul. Entre 4 murs. Et ça, c'est super angoissant, et on sait que c'est une possibilité de fuite, en fait, à l'hospitalisation. C'est de souffrir tellement d'isolement qu'on finit par partir. D'accord. Et donc, le fait d'avoir des bénévoles qui vont prendre le temps pour discuter, aller boire un verre, faire une activité, etc., ça renforce vraiment l'efficacité de l'hospitalisation, puisqu'ils se sentent moins seuls. Mm-hmm. Donc, on a quand même pas mal de bénévoles, oui, mais on en cherche encore. Si des personnes nous écoutent et veulent devenir bénévoles, qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter. Et pareil pour les vêtements, on galère vraiment à trouver des vêtements hommes, taille SM, et des chaussures entre le 41 et le 47. Pareil pour les sacs de couchage, les sacs à dos, tout ça, on en manque, des vestes pour l'hiver, tout ça est vraiment le bienvenu. Comment est votre relation avec les autres? Est-ce que vous collaborez directement avec les autres ASBL, genre Opération Thermos, etc. Ouais. Ou est-ce que chacun travaille de son côté? Tout à fait. Non, je pense que c'est une de nos forces ici sur Liège, c'est qu'on travaille vraiment tous ensemble. Et donc, par exemple, pour nous, concrètement, quand on va rencontrer une personne, dans les premières choses qu'on va faire avec elle, c'est se renseigner sur quel service est-ce qu'elle fréquente et quel professionnel fait déjà... Est-ce qu'un professionnel fait déjà des démarches avec elle? Et on va rassembler après autour d'une table tous ces professionnels qui entourent la personne, avec la personne, et on va dire, ok, qui fait quoi pour aider dans la situation. Et donc souvent, on sera nous pour tout ce qui concerne la santé, on sera des travailleurs sociaux pour tout ce qui concerne la remise en ordre administrative et sociale. Après, il y aura un service de réinsertion en logement pour retrouver un logement à la personne. Et on va avancer tous ensemble, en parallèle, sur la situation. Et en fonction des besoins de la personne. Ouais. Et je pense que ça, c'est un élément important, c'est que quand on a créé la SBL, il y a une offre associative qui est assez importante ici à Liège. Donc nous, on a vraiment répondu à un besoin qui était une équipe médicale en rue. Mais donc, on va pas commencer à faire du social, à faire du logement, parce qu'en fait, ça existe déjà. Et donc, on voit que c'est vraiment en mobilisant et en sollicitant les ressources existantes qu'on avance super bien, parce qu'on avance tous ensemble vers le même objectif qui est le mieux-être de la personne, mais chacun avec ses compétences, avec sa casquette. Et même pour la personne, c'est plus simple parce qu'elle sait qu'elle doit s'adresser à nous pour ses problèmes de santé, plutôt avec les éducateurs de rue, par exemple, pour les problèmes administratifs et sociaux. Et donc, ça permet de répartir le travail et d'avancer de manière beaucoup plus proactive. Ouais, je crois que c'est une de nos forces à Liège, vraiment. D'accord, c'est légèrement différent dans d'autres villes. Moi, je sais pas témoigner. On connaît pas bien, mais en tout cas, on n'a jamais été spécialement dans d'autres villes, mais c'est ce que d'autres personnes nous renvoient. Oui, ici à Liège, on est quand même fort en travail de collaboration. Et si on doit envoyer un challenge, donc voilà, un gars comme moi, je vais me balader en rue, quel pourrait être un défi que je peux me mettre, de dire au-delà de sourire ou proposer. Dire bonjour à 5 personnes. Qu'est-ce qui peut faire, quel petit geste peut faire la différence pour quelqu'un qu'on rencontre dans la rue? Sourire et dire bonjour, pour nous, c'est la base. Après, il y en a plein qui sont désireux de parler. Donc en fait, si tu as 5 minutes de temps, tu t'assieds avec un et tu discutes avec. Ou tu l'invites à boire un verre. Ouais, ça encore mieux. Franchement, tu l'invites à une terrasse, tu lui proposes une bonne gaufre de chez Pollux et il sera aux anges. Il va même pas en revenir. Une quoi? Une gaufre de chez Pollux. C'est quoi ça? C'est un. Comment on appelle C'est comment on appelle un magasin de gaufres, quoi. C'est pas une gaufre, ok, pardon. J'ai compris une gourde, je disais une gourde. Une gaufre. Tu dis que j'articule pas bien, c'est ça? Non, mais c'est vrai que souvent ils nous disent on adore aller en terrasse parce qu'on est comme tout le monde sur une terrasse. Et d'habitude, même si quand on me donne de l'argent, je garde mon statut de sans-abri par terre, dans la rue. Et en fait, aller à une terrasse, c'est genre invraisemblable pour eux. Donc oui, clairement, si t'as du temps. Et puis ils ont un moment d'échange aussi. Tu peux pas oublier qu'il y en a qui voient la manche comme un véritable travail. C'est là où ils vont rencontrer leurs clients habituels, où ils vont pouvoir parler avec des gens
Il y en a qui sont fort seuls, et donc c'est juste le moment et l'endroit où ils ont des échanges avec d'autres personnes. Et donc d'avoir autre chose que, même si c'est déjà très bien un bonjour, je veux dire, avoir un échange plus prolongé, ça va être super chouette pour eux. Ils sont super demandeurs. Je crois que s'intéresser à eux, c'est tout ce qu'ils demandent, quoi. D'accord. Plein de challenges là. C'est plein, non, mais c'est super intéressant. C'est quelque chose. Vous devriez lancer un hashtag. C'est vrai. Hein. Un hashtag boire un Hashtag verre. café en terrasse. Ah un truc d'ailleurs, comme on ça. a oublié de parler, tu parles de café. Mais super bonne idée à fond. Ouais. On Il y pourrait a- mêler ça avec ça. Il y a le principe des cafés suspendus ici à Liège. C'est c'est bien ça. une initiative qu'on a découvert sur Boulette Magazine. Et donc nous, on a fort sollicité ce principe-là. Et donc c'est simplement le fait de quand on va acheter un café, un sandwich, on achète un deuxième café ou sandwich qui va être suspendu, donc qui sera payé et qui sera offert à la personne qui viendra le réclamer. D'accord, je ne savais pas que c'était en place aussi à Liège. Ouais, c'est génial. Et il y en a beaucoup, hein. Et donc là, nous, on est en train de développer justement une carte pour que nos bénéficiaires puissent connaître les lieux où ils peuvent bénéficier d'un café et d'un repas suspendu. Et sur notre site internet et notre page Facebook, il y a aussi la liste des cafés qui participent à ça. D'accord, super. Ouais. Site internet et page Facebook que je mettrai dans le descriptif de l'épisode, comme ça les gens peuvent aller Cool. vous rejoindre. Et dès que vous avez fait un hashtag, vous le partagez, comme ça on le mettra. À fond sur Je Instagram. trouve que c'est vraiment une Ce serait une bonne idée, hein. idée de redécouvrir un peu, déjà d'aller. C'est un peu ce que ce podcast me permet. J'avais beaucoup, pas spécial, oui, quand même des a priori sur justement les sans-abri, du fait que voilà, pour moi les drogues ça a toujours été quelque chose sur lequel j'ai une forte aversion, et de conséquence en sachant que la plupart d'entre eux c'est à cause de ça. Et là, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que vous voulez toucher ou parties de votre métier qu'on n'a pas discuté ou des expériences que vous voulez partager. C'est vrai pour, qu'on a parlé que des maraudes, alors que notre travail c'est tellement plus que ça qu'on peut juste reprolonger un peu pour expliquer nos autres missions. Bah oui, tout à fait, on a tout le temps, hein, je vous dis. C'est... Trop bien. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a une grosse partie de notre boulot, c'est les maraudes. Mais après, il y a tout ce qui suit la maraude, en fait. La maraude, c'est le point de départ, on va dire. Ouais. La maraude, c'est là où on va entrer en contact. Mais après, on va pouvoir du coup entamer tout ce qui est suivi médical global de la personne. Et donc, ça va être, dans un premier temps, on va s'attaquer à tout ce qui est problème de santé urgent. Puis une fois qu'on aura traité tout ce qui est problème de santé urgent, on va s'attaquer à tout ce qui est problème de santé plus chronique. Et en parallèle de ça, ça va être le b.a.-ba, mais ça va être remettre en ordre de mutuelle, retrouver un médecin traitant, réinstaurer un traitement médicamenteux si besoin. Et à chacune en fait de ces étapes, on va accompagner la personne à chacun de ses rendez-vous. D'accord. Donc on va aller avec elle à la mutuelle pour la réinscrire, on va aller avec elle chez son médecin, on va aller avec elle faire tous les examens nécessaires, on va aller avec elle à la pharmacie acheter le traitement, on va aller avec elle mettre les médicaments en lieu sûr. Et donc on se rend compte qu'accompagner la personne à chacune de ces étapes, ça va avoir plein d'avantages. Le premier, c'est que, on n'en a pas encore parlé, mais quand on parlait que les personnes sans-abri avaient perdu confiance en fait en la société, elles ont aussi une énorme peur de la blouse blanche qu'on appelle ça, donc c'est une peur de franchir les structures médicales. Et donc nous on va être là pour les rassurer, mais on va aussi être là pour faire le lien entre la personne et le professionnel de la santé pour expliquer la situation et permettre aux professionnels d'avoir toutes les bonnes informations et je perds mes mots, mais d'assurer le suivi en fait. Par exemple, quand tu vas chez ton médecin, il te dit voilà, il faut prendre ça comme traitement, il faut faire une prise de sang et il faut aller passer une radio. J'exagère, hein. Toi, tu sors de là, déjà, t'as compris ce qu'il te racontait. Alors nous, on est là un peu en mode décodage, on va expliquer à la personne sans-abri ce que le professionnel est en train de raconter. Une personne sans-abri qui sort avec toutes ses infos, avec tous ses papiers, elle va les perdre, elle va pas savoir prendre de rendez-vous, elle a pas internet, elle a pas de téléphone, elle sait pas l'heure qu'il est, donc elle va pas pouvoir se présenter à l'heure. Et donc nous, on va prendre les rendez-vous pour elle, on va l'accompagner, aller la chercher, l'amener, la raccompagner. Vous faites comment quand c'est comme ça, vu que vous n'avez pas de moyen de contact direct? Est-ce que vous
Vous lui dites on se retrouve ce jour-là, cet endroit-là, à cette heure-là, comme ça, et puis vous passez, vous pouvez la récupérer pour aller... D'accord. On se renseigne sur les habitudes de vie de la personne et on lui fixe rendez-vous là où ça l'arrange le mieux et on va la chercher. D'accord. Et puis c'est vrai, ils n'ont pas de réveil, donc comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'il est 8h et qu'il est temps de se mettre en marche pour aller à son rendez-vous médical? S'ils veulent se laver pour être propre devant le médecin, il faut pouvoir anticiper tout ça, prendre des rendez-vous. Et donc tout ça, on va pouvoir vraiment mettre en place pour que le rendez-vous en fait se passe au mieux, puisque la personne aura tout ce qu'elle souhaite pour que ça se passe bien. Et puis réexpliquer et remettre les informations, comme dit Camille, parfois elles comprennent rien, en fait elles ont rien compris. C'est un jargon médical qui est complètement chinois pour elles. On les a à peine regardées pendant le rendez-vous médical et donc elles savent pas du tout ce qu'elles doivent faire, ni comment est-ce qu'elles peuvent être aidées pour avoir accès au traitement si elles n'ont pas d'argent. Donc tout ça, ça va être... On fait vraiment en fait le rôle d'une infirmière à domicile, sauf qu'ici c'est la rue domicile. Ouais. Mais donc c'est clair, tout ça prend énormément de temps d'accompagner, de prendre les rendez-vous, de mettre tout ce qu'ils font en place autour de la personne. Mais on s'amuse tous les jours, il faut faire preuve de créativité pour encore une fois, chaque situation est différente et souvent on sort des cases. Il n'y a pas de cas spécialement prévu pour quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter son médicament. Enfin, le médecin il le conçoit même pas. Et donc c'est ok, on va trouver où l'argent pour acheter ton médicament dont tu as besoin. Oui, c'est un droit fondamental de la santé, notamment, c'est mis dans les droits de l'homme depuis des années. Mais pourtant, si tu n'as pas d'argent pour acheter tes médicaments, démerde-toi. Et donc chaque jour, on va essayer de trouver des solutions alternatives pour répondre aux besoins et qu'ils aient en fait cet accès aux soins. Voilà. Ça n'a pas l'air facile tous les jours. Et comment arrivez-vous à mettre si vous y arrivez, je m'avance, mais à mettre une barrière entre, je finis ma journée. Pour moi, dans ce genre de métier que je fais, c'est facile, c'est très blanc et noir. Ouais. Par contre, pour vous, j'imagine, vu déjà votre tendance à aider l'autre, puis que c'est devenu votre métier, comment arrivez-vous à... Je pense qu'une fois qu'on est chez nous, c'est assez facile parce que, après, ça fait déjà 7 ans qu'on est dans le milieu, donc on est un peu rodé. Ce qui est plus compliqué, c'est de quitter le travail parce que si on a une urgence à 16h et qu'on a fini à 16h30 par exemple, on va pas pouvoir, nous justement, nous connaissant, dire à la personne tu vas mourir, mais non, moi je vais rentrer chez moi. Il est fini dans une 9h30, demi-heure, pas tout seul aux urgences. Ça va être juste impossible. Maintenant, c'est clair qu'il faut qu'on puisse se respecter aussi en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Et donc toutes les heures qu'on va faire en plus, on va faire en sorte de les récupérer. On va quand même s'imposer des horaires en essayant de ne pas les dépasser, donc en fixant des rendez-vous plus tôt pour être sûr d'avoir fini à telle heure. Maintenant, des urgences, il y en a. Et du coup, on essaiera de faire au mieux, pour que ce soit bien pour la personne et pour nous. Et après, tu vois, pour ce qui est des limites et de pas rentrer chez soi avec la tête qui tourne et de penser ah mais monsieur il est dehors et moi je suis chez moi. Je pense que c'est plus facile que ce qu'on croit, de ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, parce qu'à l'air de rien en fait nous on passe nos journées à essayer de les aider, de les accompagner. Et donc quand on rentre chez nous on a ce sentiment d'avoir servi à quelque chose, d'avoir été utile. Et donc, on s'en veut pas, en fait, de pas être là le soir, parce qu'on sait que le lendemain, on y sera, tu vois. Après, c'est une notion de responsabilité aussi, je pense. Parce que je suis en train de repenser à des situations qu'on a vécues en plein hiver, de monsieur où on rentrait chez nous, on lui dit est-ce qu'il va être vivant demain ou pas, quoi. Mais à ce moment-là, quand c'est des situations qui sont aussi inquiétantes, la journée, on fait tout pour lui proposer quelque chose, on lui donne toutes les possibilités qu'il a. Si après, il décide, lui, de ne pas saisir ces opportunités-là, on se dit qu'on a tout fait nous, on lui a donné les informations, il sait les risques qu'il prend, il sait s'il change d'avis les possibilités qu'il a, mais c'est pas notre responsabilité qu'il y aille ou pas. C'est sa décision, c'est sa vie. Et ça, ils ont tendance en fait à nous donner la responsabilité. Trouve-moi un logement. Ah non, tu es acteur de ta vie, et c'est même les aider en fait de leur redire moi je suis là pour t'aider et t'accompagner, mais c'est ta vie, c'est toi qui es acteur de ta vie, donc c'est à toi de la construire comme tu l'entends. On va pas faire à leur place. En fait, ce
ce serait pas du tout constructif si on faisait pour eux, parce qu'on le fera une fois et la prochaine fois, il se retrouvera dans la merde. Donc on va les aider et on a un peu ce rôle aussi éducationnel où on va leur apprendre, on va les accompagner pour qu'après ils puissent le faire tout seuls et s'en sortir sans nous, parce que notre but c'est pas du tout qu'ils deviennent dépendants de nous, c'est au contraire de les autonomiser dans leur vie, dans la prise en charge de leur santé. Ouais, et après, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ça que tu avais dit? Non. Ok. Et ça, au début, ça peut être très difficile pour un soignant, parce que, comme tu le disais, on va pas se mentir, tous les soignants sont un peu sauveurs. Et c'est très difficile au début, mais quand tu prends du recul et tu renvoies la responsabilité à la personne et tu t'enlèves toute responsabilité, ta vie elle est beaucoup plus facile. C'est un peu le principe au lieu que de donner un poisson tous les jours à quelqu'un, c'est de lui apprendre à pêcher. Exactement. Mais après, du coup, il y a les notions de... C'est pas aussi simple, tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir prendre des décisions comme pour elle, comme on le disait. Il y a des gens qui souffrent de pathologies de santé mentale qui leur empêchent de pouvoir avoir cette notion de priorité et de responsabilité. Et donc là, évidemment, c'est des situations qui sont... En fait, ces situations sont différentes aussi, donc c'est du cas par cas. Et pour ces personnes-là, on n'aura pas du tout le même discours que pour quelqu'un, un homme de 50 ans qui a toutes ses capacités intellectuelles et physiques, qu'avec quelqu'un qui souffre d'un déficit mental, qui est complètement désorienté. Chaque situation est différente, quoi. Dieu sait que le thème de la responsabilité m'est très très cher. C'est vraiment quelque chose que je chéris énormément. Comment vous vous prenez pour essayer de responsabiliser les gens? Quelle approche vous utilisez? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Je crois que la communication est super importante. On va essayer de faire susciter la réponse d'elle-même et pas lui amener la réponse. On va poser des questions, reformuler pour qu'elle puisse entamer un processus de réflexion et amener en fait la réponse qui lui convient. Et pas nous lui dire je pense que ce qu'il te faut, c'est ça. D'ailleurs, on le dit rarement. Ouais. Mis à part quand c'est un conseil médical qu'on doit donner parce qu'on est infirmière, on va jamais dire à la personne ce qu'elle doit faire. Ce sera toujours sur base. En fait, on veut susciter du questionnement chez le citoyen, mais on en suscite aussi chez le bénéficiaire. Et c'est tout le temps. On va le questionner et le confronter à ses discours ambivalents, tu vois. Et on va travailler sur cette ambivalence. Ah, là, t'as dit ça, mais pourtant, t'as fait ça. Ça veut dire quoi? Et petit à petit, on va avancer. Ah, ça veut dire ça? Et donc, tu te sens comme ça? Ok, et tu veux faire quoi alors? Ou dire, on travaille beaucoup avec les objectifs. Ok, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te motive, toi, quand tu te lèves le matin? Et parfois, on va un peu les titiller. C'est comment t'es toujours vivant? Tu devrais être mort. Donc, qu'est-ce qui fait que t'es pas encore mort? Moi, je dis rarement ça. Non. Pourquoi t'es encore là, toi, en fait? T'es pas mort? À certains moments, je crois que ça m'est déjà arrivé une fois, pas aussi calme que ça. Et pourquoi t'es pas mort encore? Mais dire, toujours en valorisant, mais tu sais qu'une personne normale à ta place, elle serait morte, mais toi, tu te bats, et elle vient d'où cette force? Qu'est-ce qui fait que t'es toujours debout? Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te motive? Et du coup, on utilise souvent l'exemple. Ils vont nous répondre, certains, c'est parce que je veux récupérer mes enfants. Ah ok, ça c'est une trop chouette motivation. Et du coup, encore une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer tes enfants? Ah faut que je trouve un logement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un logement? Et tu vois, c'est déconstruire chaque petit objectif. Parce que, comme disait Fanny tantôt, c'est impossible de vouloir tout faire d'un coup. Et d'avoir un trop grand objectif et qu'un seul objectif. Donc on va déconstruire, on va créer des mini-objectifs qui vont pouvoir atteindre. Qui dit j'atteins mon objectif, j'augmente ma confiance en moi. C'est-à-dire on va valoriser toutes ces victoires aussi, quoi. Et donc petit à petit. Et puis on essaie de donner des outils qui peuvent les aider au quotidien aussi. Donc si par exemple ils n'ont pas de médecin, qu'ils ont peur des médecins, on va aller les 5 premières fois avec eux au cabinet. Jusqu'à ce qu'il y ait une relation de confiance qui commence à se créer. Puis la prochaine fois, c'est on se retrouve devant cette fois-ci. Je viens pas te chercher, mais tu me retrouves devant. Ok, objectif atteint. Prochaine fois, tu y vas tout seul. Et s'il y a un problème, je suis dispo par téléphone. Et en fait, au fur et à mesure, ils deviennent autonomes dans leur prise en charge et dans leur démarche.
Et souvent, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte qu'ils deviennent autonomes. Et c'est nous qui leur renvoyons. T'as vu ce que t'as fait? Et il est là, ah ouais, j'ai fait ça. Et du coup, il est trop content. Mais c'est ça. En fait, on a des trop chouettes relations avec nos bénéficiaires et ils ont pas l'habitude, en fait, que des personnes extérieures les valorisent comme ça. Mais nous, c'est devenu un mécanisme. Je crois que même nous, on s'en rend même plus compte qu'on les valorise. Mais je crois qu'il n'arrive pas une seule rencontre où on fait pas un compliment. Genre, les compliments, on en donne à l'appel, nous. C'est « Ah, tu sens bon aujourd'hui. Ah, t'es beau comme ça. Ah, il arrive tout fier près de nous. Ah, j'ai fait ma démarche aujourd'hui, j'ai été au CPS. Trop bien, félicitations. Comment ça a été? Comment t'as fait ?» Et je crois que c'est une démarche très proactive, mais archi positive aussi qu'on véhicule. Voilà. Ouais, c'est vraiment chouette d'entendre. On sent vraiment la bienveillance que vous émanez. Et je peux juste imaginer qu'est-ce que ça peut valoir pour ces personnes. C'est vraiment super chouette. Qu'est-ce que j'avais encore une petite question, et c'est par rapport, on a parlé, c'est 2 questions en réalité. Donc vous m'avez dit que grosso modo c'est 90% de vos bénéficiaires qui sont dépendants. Que se passe-t-il, chaque cas est différent, mais en règle générale, que se passe-t-il chez les autres 10%? Quels sont les facteurs que vous voyez, des facteurs de risque si ce n'est pas la drogue, quels sont les autres facteurs de risque principaux qui peuvent amener quelqu'un à la rue? Des personnes étrangères pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de solutions ici en Belgique et donc qui n'ont pas les moyens de solliciter les ressources parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne savent pas où aller, ils ne connaissent pas Liège, donc ils ne savent pas se rendre dans les services. Et puis il y a tout ce qui est problématique de santé mentale du coup, où c'est vraiment des personnes qui n'ont rien à faire, enfin il y a personne a quelque chose à faire à la rue, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ils vont rester tout le temps au même endroit, ils vont stagner, ils vont pas s'alimenter, c'est des personnes qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus intensif et qui ont besoin d'être entourées par des professionnels, quoi. Et ça, on a quand même, comme de nouveau dans la population lambda, il y a des personnes qui souffrent de déficience, en rue aussi, c'est pareil. Il y en a qui atterrissent là parce que il vivait avec sa maman pendant toutes ces années, la maman est décédée, il s'est retrouvé tout seul dehors. Et je pense que aussi, il y a certaines personnes qui, après des années de vie en rue, ont lâché prise. Et elles ont juste perdu tout espoir et du coup, elles avanceront plus toutes seules et elles auront besoin d'un coup de pouce, d'un coup de boost. Si on peut donc déconstruire un peu les clichés que vous avez brisés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sans-abri qui veulent rester à la rue. Ou en tout cas, c'est très très rare. Ou en tout cas, ça dure jamais très longtemps. Ouais. D'accord. Ça peut être par exemple, je suis un jeune de 18 ans, je me fous dehors et je me suis installée dans une prairie super, il fait magnifique, où je peux recevoir mes potes et faire la fête. En hiver, on en reparle, ce sera différent. Ou quelqu'un, un nomade qui a voyagé dans toute la Belgique pendant 10 ans de sa vie, 10 ans plus tard, il n'est pas dans le même état physique que quand il avait démarré, il est fatigué, donc à ce moment-là, peut-être qu'il aura envie justement de retrouver un chez-soi. Et donc c'est jamais je veux rester en rue toute ma vie, ça n'a jamais été... Il y a toujours un moment donné où ils auront envie d'avoir accès à ce logement, et l'idée c'est que nous, on soit là à ce moment-là. En tout cas, ça fait 7 ans qu'on travaille et on n'a jamais rencontré une seule personne qui a continué à dire pendant 7 ans qu'elle ne voulait pas de logement. Franchement, 99% de nos bénéficiaires, on leur propose un logement demain et disent oui, ils y vont. Ou alors c'est des gens qui transitent, tu vois, qui sont à Liège pendant 6 mois, puis après ils vont aller en France et du coup on les verra plus et du coup eux ils vivent leur petit bonhomme de chemin, quoi. Ou à l'inverse, des gens qui ont justement voyagé dans tous les pays, qui arrivent à Liège et qui disent j'en peux plus de cette vie, j'ai besoin de me poser. Ouais. Et de nouveau, toutes les histoires sont différentes. Et puis souvent, si une personne te dit non, j'ai pas envie de logement, encore une fois, il faut pas s'arrêter là et il faut essayer de creuser et d'aller un peu comprendre le pourquoi elle veut pas de logement. Et en déconstruisant sa réponse, tu te rendras compte que c'est pas spécialement le logement en lui-même qui fait peur, c'est peut-être le fait de se retrouver seule,
le fait de pas savoir gérer, ou le fait qu'il a jamais en fait été en logement tout seul. Mais si tu proposes à quelqu'un d'avoir un logement avec un soutien en lui disant je vais t'aider, ils vont rarement te dire non. Hein. Et puis de nouveau, c'est beaucoup plus rassurant pour certaines personnes de se dire j'ai choisi cette vie-là en fait. Si je suis là, c'est par choix. Je l'ai choisi. C'est tellement plus simple de se dire ça que de se dire mais qu'est-ce que je fous là, j'ai tout foiré et j'en suis là parce que j'ai foiré. Et voilà, il y a aussi tout cet aspect psychologique. Pour tenir le coup, il y a des mécanismes de défense qui apparaissent et ça peut en être un. Se convaincre qu'on est là par choix. Il se crée parfois, moi je suis impressionnée de la carapace qui se crée au fil du temps, l'armure de pierre, tu vois, qui se mettent pour se convaincre que ils vont bien. Enfin, c'est les humains, on est les pros, tu vois. Même nous, ça nous arrive. Tu nies le problème, tu te persuades que tu vas bien, mais à un moment donné, ça tient plus. À un moment donné, tu craques. Et c'est hyper important qu'on soit là quand la personne va craquer, soit parce qu'elle craquera d'elle-même, soit parce que nous aussi, l'air de rien, on va provoquer ce craquage chez la personne. On va permettre de voir les choses, quoi. Oui, c'est positif ce que je dis, ouais. Ça paraissait très négatif. Genre, il y en a qui disent, non, tu dis que j'ai des coups de corps, mais j'en ai pas. On va en prendre un et dire, il y a ça sur ton épaule. Oh, j'ai ça sur moi, mais depuis combien de temps? Et donc, ils étaient tellement braqués sur le fait qu'ils allaient bien, qu'ils s'étaient même pas rendu compte que leur dos était rempli de morsures de bêtes et qu'ils étaient envahis de coups de corps, quoi. Ou parfois, on va dire à quelqu'un, encore une fois, de façon non jugeante, bienveillante, etc., mais on va lui dire qu'il sent pas bon. On va lui dire, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne prendre une douche? Et il va dire, pourquoi? On va lui dire, écoute, pour être tout à fait honnête, tu ne sens pas très bon, ou tu sens l'urine, tu sens le caca. Et alors là, ils vont dire, c'est vrai. Et en fait, toi, t'as l'impression qu'ils savent qu'ils puent, ou qu'ils savent qu'ils sont dégueulasses, et qu'ils s'en foutent. Mais en fait, il y a certains, mais ils ne le savent pas, ils n'en ont pas conscience. Et du coup, nous, on va être là pour, Après, on va jamais dire à quelqu'un, tu pues, sans proposer de solution, hein. Ouais. Si on lui dit qu'il pue, pas de cette manière-là, et on lui dira pas du tout, tu pues. Tu vois, on va lui dire gentiment, tu sens un petit peu l'urine. Mais ils sont, à certains moments, déconnectés de la réalité totalement. C'est fascinant. Oui, c'est vrai qu'encore une fois, c'est des idées. Notre image, une autre idée que quelqu'un peut avoir et qu'au final, jamais j'aurais pensé que des gens ne se rendent pas compte d'être sales ou d'être. Ouais. Et ça, c'est typique des êtres humains, c'est de vouloir se comparer aux autres et de pas comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Ouais. C'est vrai. Ah, t'as fait ça, mais moi j'aurais pas du tout fait ça à ta place. Ne mettez pas à ma place. Ma vie est différente, je suis quelqu'un de différent de toi, j'ai d'autres réflexions que toi, et donc. Mais on a tendance à dire Mais après, c'est ça qui est génial, et qui, nous, au début de notre boulot, on a déconstruit tout ce qu'on nous avait toujours appris. On parlait de leçons humaines, elles sont là, toutes ces leçons. On n'avait pas ce discours-là en commençant, évidemment. Non, moi, j'étais ado, j'avais peur de ce monde-là, donc je vois le chemin parcouru, y a rien de mieux que d'entrer en contact avec eux, en fait. Et souvent, les bénévoles qu'on a chez nous, qui viennent à leur première rencontre avec un bénéficiaire ou qui viennent à leur première maraude, mais en 2 heures, elles sont scotchées, elles nous disent, mais c'est incroyable, en 2 heures de temps, il y a tout ce que je croyais savoir qui s'effondre, et il faut tout que je réapprenne. Et du coup, elles nous disent, mais c'est des leçons de vie incroyables, quoi. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, comme disait Camille au début, on ne devrait pas exister, il y a un problème sociétal qui est là, donc comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, pouvoir avoir un léger impact là-dessus? Et donc on s'est rendu compte que, en rencontrant les gens qui le souhaitaient, et en partageant notre expérience et en répondant aux questions comme on le fait ici, ça permettait aux gens de voir les choses différemment. Et donc du coup, on est souvent appelés dans des écoles, maternelles, primaires, secondaires, supérieures, dans des comités de quartier, dans des mouvements de jeunesse, où on partage juste des expériences, on crée des projets en commun. Il y a notamment une école de devoirs avec laquelle on a fait plusieurs projets où les enfants venaient à créer des cadeaux et ils venaient en rue distribuer les cadeaux à Noël. Oh, chouette. Et donc, du coup, on se rend compte que tout ça, ça permet aussi de nous insister sur le fait de considérer l'autre comme son égal, de sourire, etc. Et on voit que eux, du coup, ils déconstruisent tout ce qu'ils ont intégré, quoi. Ça, c'est une belle manière, je trouve, de toucher, d'avoir
avoir un petit impact, quoi. Ouais, et puis je trouve que les enfants, ils n'ont pas encore toutes les craintes que nous. On s'est construit au fil des années et ils n'ont pas encore toutes ces idées reçues. Et donc ils arrivent et ils débarquent avec des questions, mais pleines de bon sens, mais tellement invraisemblables pour nous qui sommes adultes, ou mais pourquoi je peux pas le prendre chez moi, j'ai une chambre de libre, ou Elle est où son amoureuse? Et son chien, il est mort, il faut lui en donner un nouveau. Elle est trop chou, quoi. Et oui, et t'es là, et tu reviens à la vraie... Enfin, à la vraie, je sais pas quoi, mais aux vraies choses. Et tu te rends compte, bah oui, que quand on perd cette innocence d'enfant, on se construit avec ce qu'on nous apprend. Mais si ce qu'on nous apprend n'est pas spécialement la réalité, ben... On est des êtres humains, ça fait partie de notre nature. Ouais. Par nature, l'être humain le cerveau va prendre les informations qui sont nécessaires à notre survie. Tout à Non, fait. on n'habite plus dans la jungle, mais les mécanismes du cerveau sont les mêmes. De conséquence, Tout à comme fait. tu disais justement, ou toi, je ne sais plus qui disait, mais comme vous disiez justement que voilà, je parle à un gars m'agresse, un SDF m'agresse, ben, je vais généraliser, mais Ouais. c'est un mécanisme tout à fait normal humain, Tout à c'est fait. pas Oui. condamné, mais Non. l'important c'est de le remarquer, de le Tout à changer. fait. Mais voilà, c'est la façon dont le cerveau marche. Et c'est- pas se juger soi-même ni de juger les autres. Parce que comme Ouais. tu dis, Ouais. c'est humain, en fait. Ça sert à rien, ouais. Mais juste d'en prendre conscience, c'est déjà bien. Mhm. Et de nouveau, nous, c'est notre avis à nous. Tout ce qu'on raconte ici, c'est pas une vérité absolue. C'est basé sur notre expérience, notre vécu, notre sensibilité. Et voilà, on partage ce que nous, on vit de l'intérieur, mais d'autres professionnels auront totalement un autre avis que le nôtre. Mhm. Et il n'y aura pas de bon ou de mauvais avis, je pense. Chacun a le sien. Puis c'est notre avis après 7 ans, et on se revoit dans 7 ans, et on verra si on a toujours le même. On pourra faire ça, on verra un peu. Mais en tout cas, c'est les valeurs qu'on veut que l'association transmette, quoi. Quelles sont les valeurs, du coup, si on peut les résumer vraiment dans valeurs pures en un mot, quelles seraient les valeurs que vous mettez en avant Bah, cette notion de non-jugement. Hyper de- important. Ouais, de bienveillance, de positivisme, de proactivité, d'authenticité. Et d'humanisme. Ouais, Ça se dit? humanité. Ouais. Humanité, humanisme. Ouais. C'est déjà bien. C'est... Si déjà on réussit ça, c'est déjà très bien, je crois. Ben, je trouve déjà que ce que vous faites est simplement énorme. Comme je vous ai dit, j'avais entendu parler de vous, mais jamais eu l'occasion de vraiment approfondir, à part les petites infos qu'il y a sur votre site internet qui sont très limitatifs par rapport à tout ce que vous faites Tout à et fait. tout ce que vous représentez. Il Du faut qu'on coup, retravaille notre site. non, il est très bien, mais voilà, je pense qu'au moins dans ce podcast, j'espère que ça donnera un aperçu beaucoup plus global de tout le travail que vous faites. Ouais. J'espère, ouais. Et merci à toi de nous avoir invités et donner l'occasion de nous exprimer. Ben, merci à Parler vous. longtemps. Bah vraiment, de nous, ouais, c'est chouette de pouvoir exprimer tout ça et de partager ce qu'on vit. Pour nous, c'est super important. Et puis c'est cool d'avoir... Enfin, dans cette discussion, on a eu les deux points de vue, tu vois. Toi qui connais pas spécialement ce monde-là, et donc c'était chouette comme discussion de confronter un petit peu les discours. Donc merci à toi pour l'opportunité. Ouais, et merci à vous pour ce que vous faites. Sincèrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui me touche beaucoup depuis l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, mais et du coup, savoir qu'il y a des gens comme vous là-dedans qui à l'heure prochaine, ça réchauffe le cœur. Tu vas nous donner des vêtements, du coup. Oui, je pense que ça T'as la va. taille parfaite, tu vois, alors... Ouais, M, donc, Et ouais, il faut que tu nous en donnes. D'ailleurs, donne-moi ton t-shirt, parce que je vais dire. Il a des belles Je chaussures sais. aussi. Du 46 en plus. Donc, T'as pas On dit en a 47? besoin. Non, c'est 47. Ah, c'est des 47 qui manquent. ouais, 47. Mais 46. Qui serre un peu les orteils. Bah, c'est bon, ils peuvent... Les filles, je vous remercie beaucoup. Et donc, comme on a dit, on met tous les liens dans le descriptif des épisodes, comme ça, Ouais. pour des nouveaux bénévoles, des nouveaux donateurs, Ouais. des nouveaux. Ouais. Ah oui, parce que des dons financiers, on en a besoin aussi. Et ça, c'est vrai que parfois on dit, c'est une manière de soutenir. Et la problématique, c'est de soutenir les associations qui aident, en fait. C'est vrai Donc, que tantôt, on t'en a pas parlé quand tu demandais ce qu'on pouvait faire pour soutenir. Ce qu'on dit, c'est que quand quelqu'un est pas à l'aise de donner directement à une personne sans abri en rue de l'argent, mais qu'il a envie quand même de s'investir, du coup, en donnant à une assoce comme nous, en fait, par intermédiaire, vous les aidez eux. Donc, Et ça nous permet, du coup, nous, de continuer nos actions.
Super. Et on remercie du coup toutes les personnes qui ont écouté ce podcast. Vous êtes pas premier. Et que personne n'hésite à rentrer en contact avec nous si des gens ont envie de discuter, d'avoir un peu plus d'infos ou qu'on vienne parler dans leur organisme, dans leur travail, dans leurs écoles. Avec plaisir. Et ben voilà. Donc 2 choses les gars. 1, elle marche, hein, elle tourne. Peut-être elle s'est arrêtée. 2 choses. 1, le challenge c'est d'inviter quelqu'un à prendre un café ou autre en terrasse ensemble. Et on veut une photo à l'appui. Avec une photo à l'appui sur la page de Smile. Et 2, n'hésitez pas à les contacter, envoyer un petit mail même juste pour les remercier de leur travail. Merci, Di. Allez, des gros bisous.